Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Sébastien Guénette, je suis le directeur général de Québec Oiseau. C'est avec une immense joie que je et qu'on vous accueille à notre nouvelle webconférence bénéfice dédiée à la cause de la protection des oiseaux. Votre participation à cet événement témoigne vraiment de votre intérêt envers la biodiversité et votre désir de contribuer à des initiatives cruciales pour la protection de nos oiseaux. Lors des deux dernières éditions, les dons qu'on avait reçus lors de ces webconférences bénéfices avaient permis de mettre en place diverses initiatives visant à faire découvrir les oiseaux aux enfants. On a notamment bonifié notre rallye des oiseaux de Noël, dont la popularité augmente chaque année. On a aussi une toute nouvelle zone jeunesse là, sur notre site web de Québec Oiseau, qui est utilisée notamment par les éducateurs, les parents, les centres de petite enfance, etc. Et il y a plusieurs autres activités qui sont présentement en cours de développement. Cette année, on change un peu de registre. L'objectif, là, c'est vraiment de mobiliser des fonds pour soutenir des projets visant à réduire la prédation, diverses initiatives là, pour aider à la cohabitation des oiseaux près de chez nous. On parle notamment de la prédation des oiseaux par les chats, de minimiser les collisions tragiques entre les oiseaux puis les fenêtres. Et aussi, on parle d'atténuer l'impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux migrateurs. On désire également mettre en place là, des outils qui visent à rendre nos cours et nos jardins plus attrayants pour les oiseaux. Donc, chacun de ces aspects-là représente un défi majeur pour la survie de nos oiseaux et votre générosité peut faire vraiment la différence. La richesse des discussions qu'on va avoir lors de cette webconférence sera à la hauteur de la diversité des enjeux auxquels font face les oiseaux aujourd'hui. Donc, des experts et passionnés que vous voyez à l'écran présentement partageront leurs connaissances et on aura la chance là, d'échanger des idées pour renforcer nos efforts collectifs. Donc, en contribuant à cette noble cause, vous devenez un maillon essentiel de la chaîne qui œuvre à la préservation de la faune aviaire. Donc, on vous remercie chaleureusement pour votre participation et votre soutien. Parlant de soutien, je profite de l'occasion pour remercier nos généreux commanditaires, à commencer par Hydro-Québec et Eurovia Québec, ainsi qu'Englobe, Evolugen et la Fondation de la Faune du Québec. Évidemment, je ne peux pas continuer sans remercier notre super comité organisateur des activités bénéfices, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à trouver des lots pour l'encan. Je pense notamment à Marie Dumontier, qui a encore fait un travail de titan cette année pour ramasser une bonne partie des lots qui ont été offerts à l'encan. Donc, merci vraiment à tous ceux qui ont donné un coup de main. Je n'ai pas nommé, c'est vrai que les donateurs de lots aussi, on les remercie grandement. Puis pour terminer, merci à tous ceux et celles qui se sont procurés un article lors de l'encan qui s'est terminé il y a 1h10, puis qui ont fait un don pour participer à la webconférence. D'ailleurs, il est pas trop tard pour faire un don à la webconférence. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Clavardage ici. Donc, je mettrai le lien à quelques reprises là, pendant la soirée. Donc, n'hésitez pas. Je peux mentionner les résultats préliminaires là, à date. Pour l'encan, on a eu vendu pour 33 000, pour un peu plus de 33 000 en lot pour l'encan. On a déjà récolté 1 750 en dons pendant la semaine de l'encan. Et on a eu pour un peu plus de 18 000 en commandite de divers partenaires, ce qui fait qu'on a déjà amassé un peu plus de 53 000 en dons, commandites et lots pour l'encan. Donc, on vous remercie vraiment pour votre contribution. Pour la webconférence, on est rendu à 2450. Je rafraîchis mon écran. Oui, on est rendu à 2450 en dons pour la présente conférence. Donc, on va espérer que ça monte encore pendant la soirée. Donc, voilà. Donc, encore une fois, bienvenue à cette webconférence. Quelques petits messages d'ordre technique. On utilise la fonctionnalité webinaire de Zoom. Donc, c'est pour ça que vous voyez seulement les caméras de nos quatre caméras.
Là, présentement, on peut utiliser la fonction clavardage, mais je vais la fermer dans quelques secondes parce que quand on met des textes dans le clavardage, ben, ça fait des petits pop-up qui ne sont pas toujours agréables pour ceux qui regardent la conférence sur une tablette. Par contre, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la fonctionnalité questions-réponses Q&A selon la version de Zoom que vous utilisez. Ça va être ouvert toute la soirée. Il y aura on fera une petite période de questions après chacune des 3 conférences. Puis évidemment, à la fin, on fera une période d'échange un peu plus longue là, à la fin de la conférence qui permettra aussi des échanges là, entre les panélistes. Est-ce que c'est tout au niveau des points techniques? Je pense que oui. Donc, je serais déjà rendu au moment de présenter notre première conférencière un peu nerveuse, je dirais. Donc, Camille est une technicienne en sciences naturelles, agente de communication et rédactrice de la chronique Côté éco, côté jardin pour le magazine depuis, on a écrit plus de 20 ans, là, mais sais-tu le nombre d'années exact, Camille? Non, plus de 20 ans. OK, c'est bon, on va s'en tenir à plus de 20 ans. Assez. Puis bon, évidemment, ben, avec tout ça, c'est développé une très grande expertise dans l'aménagement des cours pour les oiseaux, tout ça. Donc, on est vraiment très, très, très content qu'elle ait accepté de venir nous faire une présentation sur l'importance de l'aménagement de nos cours pour les oiseaux et comment on peut contribuer à la protection de nos oiseaux. Donc, voilà, Camille, je te cède la parole. Alors, petit moment technique, je vais partager mon écran. Monsieur Jean-Marc, tu me diras si c'est correct? Oui, je te dirais si c'est correct, t'inquiète-toi pas. C'est en train d'être très correct. Voilà. C'est C'est bon. parfait. OK. Alors, je commence. Bienvenue à tous et à toutes. Ce soir, ma présentation va porter sur nos jardins en milieu urbain. Ne vous en faites pas si à l'occasion, je regarde un peu de côté. Pour respecter le 15 minutes de temps que j'ai, je dois suivre un texte, sinon je pourrais vous entretenir toute la soirée. Alors, je vais m'en tenir à mon texte. Alors, j'aimerais ça vous proposer ce soir quelques projets à entreprendre pour créer un milieu de vie plus accueillant pour les oiseaux. Mais en même temps, j'aimerais ça vous permettre de comprendre comment est-ce que même notre contribution la plus modeste dans nos plus petits jardins peut vraiment nous aider à recréer de la biodiversité dans nos milieux urbains. Alors, un petit jardin de ville peut prendre plusieurs formes. Euh, Mais ce qui compte, c'est de vraiment recréer de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend? Une petite définition de la biodiversité pour commencer. La biodiversité, ça correspond à la variété de toute vie sur Terre, sous toutes ses formes. Ce qui est important, c'est la diversité des écosystèmes et surtout les interactions entre tous les êtres vivants. La perte de biodiversité est lourde de conséquences à l'échelle mondiale tant que locale. Alors ça, c'est très important à retenir pour la suite de la présentation. Mais en milieu urbain, dans nos petits aménagements en pleine ville, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a une étude qui a démontré en 2014 que 20 des espèces aviaires dans le monde se retrouvent en zone urbaine. Certaines sont résidentes et se sont adaptées à la vie en pleine ville, mais des millions d'oiseaux transitent par la ville au cours de leur migration, le long de leur parcours. La ville peut jouer un rôle important comme halte dans la mesure où les oiseaux peuvent trouver des espaces verts le long de leur parcours. Alors, comme vous voyez, dans les aménagements résidentiels, les cours n'ont pas été planifiés pour être des habitats pour les oiseaux, et ni pour nous permettre de nous rapprocher de la nature. C'est des milieux pauvres qui ne rencontrent pas les éléments essentiels des oiseaux. Mais on trouve encore des petits îlots de biodiversité qui tiennent bon, et il est possible d'en créer d'autres dans nos jardins urbains si on accepte de renaturaliser notre cour. Ici, quelques exemples rapides. À Sainte-Marguerite, c'était un immense champ de maïs, 11 hectares qui ont été transformés en jardin pour les oiseaux, avec 144 espèces observées. Ici, une petite cour en ville,
1800 mètres carrés, 96 espèces d'oiseaux une fois que le terrain a été renaturalisé. Et le grand plaisir d'une petite cour, 464 mètres carrés, ce qui correspond à nos petits terrains de 50 par 100 en ville. 40 espèces d'oiseaux ont fréquenté l'endroit alors que le terrain est totalement entouré de commerces et de rues. Et l'ultime oasis dans la ville, un monsieur qui, avec des annuelles seulement, s'est créé un oasis pour les pollinisateurs et les oiseaux en plein centre-ville. Alors, par où on commence? 2 principes à retenir qui vont nous suivre tout le long de la présentation: favoriser le retour des insectes et privilégier les végétaux indigènes. Pourquoi les insectes? C'est que les insectes, il y en a des millions d'espèces, dont certaines ne sont même pas encore découvertes. Parmi celles-ci, dans le nombre d'espèces, on dit que 85 de la biodiversité animale est constituée d'insectes. Il y a seulement 1 des insectes qui sont comme négatifs et nuisibles, entre autres aux humains. 99 nous rendent des grands services. Entre autres, certaines espèces sont prédateurs et contrôlent les populations de ravageurs. D'autres, et ça c'est ce qui va nous intéresser beaucoup, d'autres sont pollinisateurs et 80 des plantes à fleurs, dont plusieurs plantes qui produisent nos légumes et qui nous nourrissent, ont besoin des insectes pour être pollinisés. Et même si on va plus loin, les insectes représentent des ressources alimentaires importantes pour la faune et pas juste pour les oiseaux, pour l'ensemble de la faune. On dit que les oiseaux terrestres, même les frugivores ou les nectarivores, ils nourrissent leurs petits, 96 nourrissent leurs petits avec des insectes. Alors, c'est important. Et on va voir plus loin, bien, entre autres, les parulines. Il y a une étude qui a été faite avec des gens très patients qui a déterminé que la paruline à flanc marron, en 14 minutes, attrape 22 chenilles. La paruline noir et blanc, en 10 minutes, 28 chenilles. Imaginez la patience des chercheurs. En plus, la mésange à tête noire a été étudiée à l'Université du Delaware dans des espaces urbains. Et ils ont calculé que pour nourrir ses petits, la mésange à tête noire a besoin de 400 chenilles par jour. Et pourtant, la mésange est une espèce qu'on pense granivore, mais pour nourrir ses petits, elle a besoin d'insectes. Alors, quelques insectes rapidement qui sont utiles. Ici, les bourdons, avec ce que j'appelle leur manteau d'hiver, parce que les bourdons sont des très bons pollinisateurs. Ils peuvent travailler dans des conditions de température qui sont plus fraîches, plus chaudes, la pluie, alors que les abeilles sont plus précieuses et sont plus difficiles. Ils ont aussi comme nourriture, ils fréquentent une grande variété de fleurs et ils sont utilisés en agriculture, soit dans les serres, soit dans les productions de petits fruits pour qu'il y ait plus de fruits dans les plants. Alors, c'est un insecte très intéressant dans notre jardin. Ici, les abeilles solitaires, ça fait pas longtemps qu'on parle de ça, les abeilles solitaires. Et puis, ce sont des pollinisatrices qui nourrissent leurs petits, leurs œufs, avec du pollen et du nectar. Ici, l'abeille transporte une petite logette faite en feuille pour insérer son œuf et la nourrir avec du pollen et du nectar. Alors, c'est intéressant, puis ça vit en solitaire, cette abeille-là. Ici, c'est un petit quiz, cherchez l'insecte. Les sauterelles sont revenues dans mon jardin depuis que mon jardin est constitué de plantes indigènes et d'une grande variété de végétaux. La sauterelle peut être une ravageure quand elle est végétarienne, il y en a des carnivores, mais c'est aussi une proie pour plusieurs espèces animales qui s'en nourrissent. En fait, les papillons, je pourrais faire une conférence uniquement sur les papillons. En ligne maintenant, on trouve plein d'informations sur comment attirer les papillons dans nos jardins. Il ne suffit pas de les nourrir. Retenez aussi qu'il faut installer dans nos jardins leurs plantes hôtes. Et ça, c'est facile de trouver dans la littérature les plantes qui intéressent certaines variétés d'insectes. Comme ici, le papillon du céleri, c'est les plantes de la famille des ombellifères, comme les carottes, la carotte sauvage, le céleri, le persil. Et c'est facile de les attirer dans notre cour. Deuxième principe, les indigènes. Pourquoi ramener des indigènes dans nos plates-bandes alors qu'on est entouré de fleurs? Ce qui est important, c'est que les fleurs indigènes et les insectes indigènes ont évolué dans le temps depuis 100 millions d'années et ils ont développé des affinités ensemble. Puis, les plantes indigènes répondent davantage aux besoins des espèces animales indigènes. En avoir dans sa cour, c'est avoir une plus grande diversité d'insectes
Et des études aussi ont démontré que quand on a une zone artificielle avec des plantes exotiques, on trouve 22 fois moins d'insectes que dans un milieu avec des plantes indigènes. Ils sont faciles à cultiver, rustiques, et je vous lance un défi de transformer votre jardin pour avoir visé 70% de plantes indigènes. Quelques coups de cœur faciles à aménager dans votre jardin. La monarde fistuleuse, maintenant, on peut se procurer des graines et les semer. La même chose pour le patoire maculé. La lobélie cardinale, mais ça, c'est presque un must si on veut attirer des colibris et on peut la trouver dans les centres jardins. La petite rudbeckie hérissée qui se sème également et on peut en mettre un peu partout dans notre jardin et elle va se ressemer. Et les plantes d'automne maintenant qui fleurissent jusqu'au gel, les astères et les verges d'or, essentielles quand on veut nourrir les oiseaux jusqu'à leur période de migration. Nos deux espèces principales d'asclépiades, l'asclépiade commune et l'asclépiade incarnate, qu'on peut facilement obtenir par semence ou maintenant dans les centres jardins, on peut en trouver, et qui attirent beaucoup de pollinisateurs, pas juste les monarques. La suite des choses, je vous propose d'entreprendre de 1 à 5 bonnes actions. Je vous en présente 5 qui vous permettraient de vraiment changer l'aspect de votre jardin et ça vous permet de vous investir dans la mesure où vous êtes intéressé et vous avez des chances de vous investir. La première action à effectuer, c'est de diminuer les surfaces de pelouse. Vous pouvez le faire de différentes façons. Ici, on voit une pelouse que c'est tout simplement qu'on réduit la fréquence des tontes et on laisse d'autres plantes s'établir que les graminées, parce qu'une pelouse standard, c'est uniquement des graminées. Ça demande des soins assidus, l'utilisation de pesticides, et en fait, c'est presque un désert pour les insectes et les animaux. En laissant la pelouse pousser un peu plus longue, on obtient des fleurs qui vont arriver à leur floraison, puis on peut tondre à ce moment-là. D'autres fleurs vont repousser après. Ou encore mieux, vous pouvez prendre un coin de pelouse, comme j'ai fait ici une année, et ne pas tondre la pelouse avant l'automne tard. Et avec quelques années, des fois, ça prend quelques années parce que c'est le vent, les oiseaux, et ça va être une végétation spontanée qui vont prendre le dessus. À droite, vous avez la liste des plantes de l'inventaire que j'ai fait dans ma pelouse, l'année où j'ai consacré un coin de pelouse à ne pas tondre. L'ultime option, c'est de garder un coin de terre en terre battue et chaque année, vous vous amusez à faire des essais avec des plantes annuelles. Il existe des mélanges tout faits où vous faites vos propres mélanges et c'est là que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir juste des indigènes. Il y en a des indigènes pour faire ça, mais vous pouvez faire des essais et voir ce qui réussit le mieux dans votre jardin et selon votre terre. Et vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir dans un petit coin fleuri comme ça. Ça, c'est la première action. La deuxième, des bosquets. Quand on achète une belle maison neuve, souvent on a une pelouse et si on est chanceux, 2-3 arbres au fond du terrain. C'est de créer des bosquets variés en diversité d'espèces, en hauteur, certains conifères, on en voit en haut à droite, certains fruitiers, un peu de vivaces à l'avant. Vous mélangez les genres, vous essayez d'obtenir le plus de diversité de fleurs et de fruits à toutes les périodes de l'année. Au fond, c'est toujours ça pour ce qu'on entreprend comme aménagement. Et ce qui est important avec les bosquets mixtes, c'est que vous allez favoriser les nicheurs hâtifs, vous allez procurer des abris. Plusieurs espèces d'oiseaux nichent entre 2 et 12 mètres, alors vous allez les aider et ça leur fait des abris contre les intempéries, mais aussi contre les prédateurs. Ici, si vous ajoutez des conifères, bien à ce moment-là, vos aménagements vont être utiles en hiver aussi. Ils vont créer des abris durant les intempéries. À titre d'exemple, le cardinal à poitrine rose apprécie beaucoup le genre de milieu qu'on voit à l'arrière de la diapo. Et puis pourtant, le cardinal se nourrit de graines, de fruits, mais il se nourrit aussi beaucoup de chenilles à tente et même de dorifort, la bébite à patate. Alors, quand vous en avez autour de chez vous, c'est excellent pour votre potager et ça lui prend de la broussaille et des bosquets comme on voit. Même chose pour le moqueur-chat. Le moqueur-chat est un insectivore au début de la saison pour nourrir ses petits dans les bosquets, justement, de bosquets mixtes comme je vous parle. Et au fur et à mesure que la saison avance, il va devenir frugivore. On l'entend bien souvent plus qu'on le voit, mais c'est intéressant de l'avoir dans notre jardin.
Troisième action, offrir un buffet. Alors là, c'est comme le buffet chinois, c'est all you can eat. Vous avez une variété d'arbustes, d'arbres dans votre jardin. Vous faites sur Internet, on trouve beaucoup de documents pour savoir quoi planter et quand fleurissent les plants et quand est-ce qu'ils vont produire des fruits. Et vous vous arrangez pour vraiment en avoir du printemps jusqu'à l'automne. Et les oiseaux, eux autres, la quête de nourriture, c'est un phénomène complexe. Ils peuvent, une certaine période, se nourrir d'insectes, d'autres se nourrir de fruits. Donc, vous devez offrir vraiment un mélange varié. Les insectivores, comme les bruants, vont apprécier tout ce qui est en fleurs. Ils vont chercher leur nourriture partout parmi les branches, des petits arbustes. Même chose pour les parulines. La paruline masquée niche dans les petits bosquets humides, mais elle va venir dans les fleurs pour se nourrir. Et si on pense aussi aux parulines en migration, j'ai déjà vu des nuées de parulines s'abattre dans un petit pommier ou dans un saule parce qu'il était en fleurs et ils trouvent une grande quantité de nourriture à ce moment-là. Le troglodyte familier, qui est courant dans nos cours urbaines, lui, en plus d'être un insectivore pur, il va utiliser les petites branches qu'il trouve dans les bosquets pour faire son nid et il va chercher sa nourriture pour nourrir ses petits. L'oriole de Baltimore, la même chose. Elle niche dans les grands arbres, mais elle vient se nourrir dans les pommiers. La paruline jaune, on parlait tout à l'heure que les parulines, c'est 22 chenilles en 10 minutes. Alors, vous pouvez imaginer que si votre milieu offre une belle quantité de chenilles, vous risquez d'avoir des parulines. Les frugivores vont y trouver leur compte aussi. Le pic flamboyant avec les baies de raisins sauvages. Le jaseur d'Amérique qui va rechercher les plus minuscules pommettes qu'il peut trouver. Quelques arbustes ici qui ont fait leurs preuves puis qui sont des incontournables. La mélanchier qui fleurit, c'est un des premiers arbustes qui fleurit au printemps. Après ça, il fait des fruits excellents pour les oiseaux. Le pimbina qui, lui, ses fruits sont recherchés quand ils ont gelé, mais ça fait un bosquet dense où plusieurs espèces nichent. Le sureau du Canada et le cerisier de Virginie. J'en ai jamais vu dont les fruits ont persisté en hiver parce qu'ils se font tous manger dès qu'ils sont mûrs. Les oiseaux lâchent pas les arbres avant de les avoir vidés de leur contenu. Les granivores, eux, bien, ce qui est intéressant, c'est les conifères qui leur fournissent des cônes, mais aussi une variété de plantes indigènes qui produisent des graines vont vous attirer plein d'oiseaux en migration. Après ça, la quatrième action, en fait, c'est presque du bonbon, c'est de créer des espaces fleuris dans votre jardin. Vous en créez autant que vous avez le goût d'en créer. Vous essayez principalement d'avoir des indigènes. Comme je parlais, on essaye de viser 70% d'indigènes. On parle aussi des plantes introduites, qui sont celles qui sont arrivées avec les colons ou qui sont arrivées par accident et qui, au fil des années, se sont établies ici tellement que c'est difficile, à un moment donné, de départager les indigènes des plantes introduites, mais qui ne sont pas nécessairement des plantes ornementales obtenues par l'industrie et les recherches horticoles. C'est vraiment des plantes qui vivent par elles-mêmes dans notre milieu. En mélangeant les genres, en mélangeant les couleurs, les hauteurs, c'est là que vous allez avoir le plus de chances d'attirer une variété d'animaux. Le colibri, si vous le voulez dans votre jardin, c'est certain que vous devez avoir des fleurs tubulaires de couleurs vives, mais plus vous allez avoir une variété, plus il va être fidèle à votre jardin. Ici, c'est l'été, ce que ça peut donner quand on a une variété de plantes de toutes les hauteurs et qui ne sont pas nécessairement toutes en fleurs en même temps. L'idéal, une fois qu'on a notre espace fleuri qui est bien aménagé, c'est de ne pas nettoyer à l'automne. Et voici ce que ça donne. Les oiseaux en migration adorent ces endroits-là parce qu'ils peuvent se cacher, trouver beaucoup d'insectes, de larves, même au sol. Et si vous avez certains espaces dégagés avec de la terre battue, vous mettez un paillis tout simplement pour rendre la terre plus meuble et les oiseaux vont chercher leur nourriture. Ça va servir de halte lors de leur migration. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui fréquentent les jardins à l'automne à la recherche d'endroits comme ça. Et l'hiver, c'est ce que ça donne. Même dans les périodes où la neige fond, ça sert d'abri. Et les oiseaux, il y a toujours moyen de trouver des insectes parmi ces plantes-là plutôt que de nettoyer au ras du sol notre plate-bande
à l'hiver. Voici quelques papillons, quelques insectes qui sont maintenant des habitants, des résidents chez moi. Ici, une petite mouche qui ne pique pas, mais qui est déguisée en guêpe et qui est une excellente pollinisatrice. Souvent, les insectes préfèrent les fleurs jaunes. Alors, avis vous intéresser si vous voulez des insectes dans votre jardin. Ici, c'est ma découverte d'il y a quelques années. Elle est presque épeurante. C'est une prédatrice vorace, une punaise embusquée. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe ses journées cachée dans les verges d'or jaunes. Elle peut injecter un venin à ses proies. Écoutez bien ça, les cœurs tendres, vous pouvez fermer votre micro. Elle les liquéfie et les aspire comme une paille. Mais c'est très intéressant pour se débarrasser des ravageurs. Ici, le longicorne de l'asclépiade. On pense que les asclépiades, il n'y a que les monarques. Quelques espèces d'insectes aussi les fréquentent. Cet insecte pond ses œufs dans les racines des asclépiades et se nourrit des feuilles. Donc, ça aide peut-être à contrôler certaines asclépiades plus envahissantes. Vous remarquerez qu'il est orange et noir, pareil comme les monarques. Maintenant, l'ultime action, une fois que votre aménagement est fait, et une fois que vous avez installé vos fleurs, vos bosquets mixtes, ça reste toujours un petit terrain de ville. On dit que plusieurs espèces d'oiseaux ont besoin de grands espaces de vie. Entre l'endroit où ils nichent et l'endroit où ils se ravitaillent, c'est pas le même endroit. Donc, vous devez aménager des corridors de déplacement. Ça peut prendre la forme d'une haie faite d'une variété d'arbustes, ici des saules et des graminées, mais vous pouvez aussi utiliser la haie de cèdre, le thuya, les bruins chanteurs nichent dans les tuyas et se servent vraiment de notre jardin comme site de ravitaillement parce qu'ils nourrissent leurs petits au sol. À ce moment-là, votre haie de cèdre, si elle peut être un peu ajourée pour laisser les oiseaux pénétrer à l'intérieur, si vous pouvez avoir certains cèdres que vous vous les taillez pas pour garder des fruits, c'est encore mieux pour les oiseaux. Ce qui compte, au fond, c'est de créer des espaces plus grands à partir de vos petits jardins. Et même des fois, c'est d'en parler à votre voisin et de faire les mêmes actions, poser les mêmes gestes dans un plus grand espace dans votre quartier. Ou si vous êtes adossé à un boisé, adossé à une prairie, ça aide beaucoup, mais il faut vraiment des corridors de déplacement pour les insectes et les oiseaux. Maintenant, une fois que tout ça va être fait, vous allez être surpris en peu de temps, toute la diversité de la faune qui va aller chez vous. Alors, j'aimerais ça, enfin, je profite de l'occasion pour vous dire, si jamais vous effectuez, j'espère, une de ces actions-là, j'aimerais ça que Québec Oiseau recueille les propos ou les questions et même les photos des gens. Si les gens veulent envoyer des photos avant et après leurs bonnes actions, moi, j'adorerais ça. Et voici quelques nouveaux amis de chez moi. C'est ici que j'ai vu les plus beaux. C'est la première fois que je voyais des sphinx colibris dans mon jardin. J'ai été ébahie, je vous le dis. Ici, le crapaud qui a monté dans mon estime depuis que je sais que cet animal se nourrit nuit et jour dans mon jardin. Et son mets préféré, ce sont les limaces. Je suis très contente de l'avoir maintenant. Je lui fais même des abris. Ici, les petites salamandres cendrées, ça fait juste quelques années qu'elles habitent chez moi dans les lieux plus humides où la mousse s'est établie. Elles se nourrissent de toutes sortes de petits invertébrés dans la terre et malheureusement aussi, mais c'est correct, elles servent de proie à plusieurs espèces animales, dont la merveilleuse couleuvre rayée, qui, elle, a une alimentation très variée, mais elle aime beaucoup les pelouses non tondues. Et je l'ai surprise à quelques reprises en train de manger des immenses vers de terre que je ne savais même pas qu'il y avait dans mon jardin. Alors, il se crée un bel équilibre dynamique dans un jardin qu'on a aménagé. Alors, c'est ça, j'ai fait pas mal le tour. Alors, je vous remercie. Et si vous avez quelques questions, ben, ça me ferait plaisir d'y répondre, mais n'oubliez pas d'envoyer des photos. Merci. Merci Camille. Ben, gars, il y a déjà une première question, plus du point de vue technique. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir la liste des plantes indigènes que tu as citées dans ta présentation? Certaines sont déjà sur le site de Québec Oiseau dans notre section Les oiseaux à la maison, c'est tout ça, Jean-Sébastien? Oui, les oiseaux dans nos jardins. Oui. Oui. Oui, Et bien sûr, les puis, oiseaux à la maison, une section effectivement jardin, là, oui. oui, c'est ça. Puis, écoute,
on pourrait éventuellement en placer plus, mais si aussi, je vais faire un peu de publicité, si vous êtes abonné à Québec Oiseau et vous remontez dans les 20 dernières années, j'ai souvent parlé de vivaces indigènes. Ça fait qu'il y aurait beaucoup de références là-dedans. Ouais, ben dans l'application, on peut faire, on peut utiliser le moteur de recherche, puis effectivement Oui, retrouver tous tes articles, puis effectivement retrouver plusieurs d'informations. Puis oui. parlant d'espèces indigènes, il y a toujours la question en tout cas que moi j'ai, là, mais je pense plusieurs aussi, là, où est-ce qu'on les trouve, les fameuses plantes indigènes pour en acheter? Oui, ben les centres de jardin ont pas mal un choix intéressant maintenant. Moi, je trouve des fois ça revient aux mêmes espèces, mais en faisant un peu de lecture, vous pouvez voir que plusieurs, on peut les semer. Si je prends la monarde fistuleuse, ça vaut même pas la peine d'acheter un plant. Vous achetez. Moi, j'aime beaucoup les semences Marie-Victorin qu'on peut trouver dans les centres de jardin. C'est toutes des plantes indigènes qu'il y a. Donc, eux autres, ils ont fait leurs preuves parce que c'est des semences qui ont été vraiment cultivés, qui ont été mis en vente là, et vérifiés. Il y a un beau choix de plantes indigènes, puis ça pousse relativement bien. C'est un peu plus long, mais à ce moment-là, vous pouvez en mettre un peu plus partout dans votre jardin, puis ça ne coûte pas trop cher. On va prendre quelques questions avant de passer à notre prochain intervenant. J'en vois là, il y a quelques-unes qui s'ajoutent, là. On répondra à quelques-unes, puis sinon on les gardera pour la fin. Quelqu'un qui demande quelles fleurs et arbustes qu'on conseille quand quelqu'un est envahi de chevreuil. Ah, il y a une liste. On pourrait la mettre à Québec Oiseau sur notre site. J'ai trouvé, il y a plusieurs plantes qui sont moins attirantes pour les chevreuils. C'est pas garanti. On m'avait dit, entre autres, que les plantes de tomates étaient toxiques pour les chevreuils, puis chez moi, ils ont tout mangé mes plantes de tomates. Alors, c'est pas toujours vrai, mais oui, ça existe, puis on pourrait, mon Dieu, je sais pas, ben, je pense que les gens peuvent tout simplement faire une recherche sur Internet, plantes non attirantes pour les chevreuils, puis vous allez en trouver. Et je pense que Larry Hodgson, dans son blog, il avait fait une chronique là-dessus aussi. Ça OK. pourrait aider. J'ai quelqu'un qui demande est-ce que tu connais le semencier Aken? C'est un producteur de semences? J'ai pas plus en tout cas, peut-être que la Je ne le personne connais peut pas. le Non, je ne le préciser. connais pas. OK. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller aux fêtes des semences, hein. Je sais qu'il y en a au Jardin botanique. Nous, à Sherbrooke, on en a une à la pépinière Saint-Élie. Ils font la fête des semences et je trouve souvent des semences de plantes indigènes, là. OK. Les Ben, semenciers sont tous là en février-mars, là. OK. Mais donc, oui, la personne a répondu que oui, c'est pour des plantes indigènes québécoises. OK. Ça s'écrit Akene? Ouais, c'est ce OK. que. Ouais, AKEN, ouais. Sinon, peut-être une dernière question avant de passer à Danick. OK. Claire demande on achète un sac multigraines plantes sauvages. Je sais- Est-ce que ça dit quoi, quelque chose, un sac multigraines plantes sauvages? Oui, il y a plusieurs compagnies qui ont des mélanges de fleurs sauvages, des semences. Euh, Moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de succès, mais il faut regarder quelles sont les espèces. C'est toujours écrit à l'endos de l'emballage, parce que souvent, ça vient de l'Ontario, puis c'est pas nécessairement propice chez nous, mais certaines compagnies, par contre, en ont. Euh, et puis, on peut les trouver sur Internet, comme je pense W.H. Perron en a des mélanges de fleurs indigènes. Puis, choisissez celles qui sont pour pollinisateurs. Vous pouvez essayer. C'est certain que si vous prenez les fleurs annuelles, vous allez avoir plus de floraison rapidement. Mais c'est bon d'être patient des fois parce qu'il peut y avoir un beau choix. Mais il faut s'assurer que c'est des plantes qui poussent bien ici. OK. OK. Pour l'instant, je pense qu'il y a une autre question qui vient de s'ajouter, mais on pourrait la garder pour plus tard. Ben, en tout cas, merci encore, Camille. Je pense que ça va générer d'autres questions dans la soirée. Donc, ben, je pense que tu peux arrêter ton partage Oui. d'écran. En même temps, je vais présenter Danick. Donc, ben, la verrerie Walker est considérée comme un chef de file dans les solutions de verre pour la sécurité des oiseaux. Depuis les 13 dernières années, notre conférencier, Danick Dancause, a été au cœur du développement de cette gamme de produits-là. Puis bon, il a collaboré avec différents groupes de protection des oiseaux au Canada, le Nichoir, FLAP, Never Collide.
qui était aussi un des consultants qui était consulté sur la réglementation pour la sécurité des oiseaux pour la ville d'Ottawa. Il a aussi participé à la réalisation d'une série de vidéos éducatives intitulée Le vert pour la sécurité des oiseaux. Donc, pendant la présentation, Danick va nous apporter une expertise là, sur un regard unique là, avec ses années d'expérience dans l'industrie du verre, puis sur la conservation des oiseaux. Donc, voilà, Danick. Ben, merci, Jean-Sébastien. Alors, je vais partager mon écran pour commencer. Share. Et voilà. Ça va? Oui. Bon, vous voyez bien mon écran? Parfait. Salut. Alors, bonsoir les passionnés. C'est toujours intéressant de pouvoir faire une présentation avec des gens qui connaissent le sujet de base qui est les oiseaux. Alors, j'ai l'habitude à le faire auprès d'architectes qui en ont pas mal rien à cirer. Parce que pour eux, c'est un autre standard, une autre règle qu'ils doivent suivre. Or, on n'est pas habitué de construire, de bâtir des bâtiments en pensant ce qu'il y a à l'extérieur. Tous les systèmes de pointage, de normes écologiques sont tous centrés sur l'être humain, sur notre nombril, notre confort, le rapport énergétique, l'accent sur la lumière, mais on en est venu qu'à oublier ce qui se passe à l'extérieur. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est une courte synthèse, mais je vais vous donner un regard beaucoup plus canadien, parce qu'au Québec, malheureusement, on a peu de choses. Alors, attention, les prochaines diapos vont être un peu plus graphiques, et puis le sujet peut en être très sensible. Et gênez-vous pas de me poser des questions, là, il y a aucun problème. Alors, on va commencer par la première diapo pour vous montrer que c'est un fléau et qu'au Québec, ben, il n'existe aucune réglementation pour la protection de la vie des oiseaux par rapport aux collisions, par rapport au verre. Il y en a zéro. Vous pouvez scruter autant que vous voulez, à gauche, à droite ou quoi que ce soit. C'est inexistant. Il faut croire que c'est pas lire l'anglais parce que partout ailleurs, en Amérique du Nord, ben, ça se passe. Il ne faut pas oublier que Toronto a été pionnier, puis je vais vous expliquer pourquoi Toronto a été pionnier. Suivant Toronto, San Francisco a copié le modèle de Toronto. New York s'est embourbé dans un système épouvantable, ainsi que Washington, D.C., à Portland. La côte ouest est beaucoup plus près de ce que nous, on fait au Canada, qui est beaucoup plus efficace que ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des nouvelles en octobre dernier. Il y a plus de 1000 oiseaux migrateurs qui sont morts en une journée, en une journée à Chicago. Il y a eu une tempête météorologique qui a poussé les oiseaux migrateurs à voler plus bas. Ils sont rentrés dans Chicago en grand nombre et puis ils étaient confus. Et puis, dans un édifice, entre autres, ils ont ramassé plus de 900 de plusieurs espèces différentes. Alors, c'est assez facile à trouver. Faites Chicago, Migratory Birds, October 2023, vous allez voir une série d'articles, c'est assez probant. Ce qui fait en sorte que les villes que vous voyez à l'écran, ben, soit qui ont des réglementations ou ils travaillent sur la réglementation. La réglementation la plus sévère que je connais, c'est celle qui est à New York. Puis elle réglemente et demande que le verre pour la sécurité des oiseaux, pour tous nouveaux édifices construits et toute rénovation majeure, est du verre pour la sécurité des oiseaux sur les 75 premiers pieds. Alors, vous imaginez là, que c'est comme beaucoup de verre, ça couvre beaucoup et ça commence toujours au sol. Alors, pour mon ami Jean-Marc, je me suis assuré de garder cette diapo-là. Alors, vous êtes des convertis, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, entre autres, les oiseaux sont importants. On en a entendu de façon très clairement par Camille au niveau de la biodiversité, et ainsi de suite. Malheureusement, ce qu'il faut faire pour faire passer une réglementation pour la protection des oiseaux, c'est qu'il faut attirer l'œil du gouvernement et il faut aller jouer avec le côté pécunier. Alors, ce serait peut-être bon qu'ils comprennent que l'observation des oiseaux, le birding, comme on dit en anglais, est-ce que vous avez un terme en français pour traduire birding?
peu importe. Bon, Ben, c'est une sorte de revue. ornithologie. Ornithologie, OK. C'est une sorte de revue majeure et c'est observé, c'est même quantifié aux États-Unis comme étant le loisir le plus à la mode depuis que une certaine génération de travailleurs ont diminué de travailler, ils ont de l'argent, ils ont les moyens, ils ont du temps, et c'est une des activités qu'ils préfèrent faire, c'est l'observation d'oiseaux. D'ailleurs, il y a même eu un film là-dessus aux États-Unis, là, The Big Year, que moi j'ai adoré, je l'ai regardé plusieurs fois. De dire que le ver est le seul, le- c'est le seul prédateur, ce serait un peu court, mais les éoliennes en tuent un grand nombre. Vous pouvez aller sur YouTube trouver euh, voir plusieurs espèces d'oiseaux de proie ça rentrer en collision contre des éoliennes parce qu'ils ne voient tout simplement pas les pédales. Alors, c'est triste, mais c'est une réalité, les accidents de la route. Et bien entendu, on va entendre Jean-Marc parler des chats. On s'entend peut-être pas au niveau des chats, savoir est-ce que le chat est un prédateur plus important que le ver. Moi, je dis que non, de ma perspective, parce qu'un oiseau qui rentre en collision contre un ver, ben, il est blessé, il est tombé à terre, alors ça fait une proie facile pour le chat, mais on n'arrive pas à quantifier, mais c'est quand même un fléau assez important qui, par exemple, aux États-Unis, on dit entre 600 millions et 1 milliard annuellement meurent en collision contre les oiseaux, contre les édifices en verre. Et ça, ce que vous voyez là, il y avait, vous allez m'aider en français, là, le Black-Headed Chickadee, là, il y en avait 42 qui sont mortes en quelques secondes. Alors, on voit bien la réflexion de l'arbre dans laquelle ils étaient perchés par rapport au beau miroir de verre. Alors, c'est une photo qui a été prise, puis tout de suite après la photo, ben, les oiseaux ont été ramassés. Alors, c'est une triste réalité qui touche réellement la réalité canadienne. Alors, les meilleurs estimés qu'on a, c'est qu'entre 16 et 42 millions, on m'a confirmé que le gouvernement fédéral travaille à tenter d'avoir une meilleure estimation que ça pour l'ensemble du pays. Des organisations comme FLAP m'ont confirmé que c'est plus d'1 million. Ils ne savent pas exactement où est-ce que ça se situe, mais c'est passé le million. Là. Ils ne savent pas si c'est 1 million 500 000 dans la grande région de Toronto. Lorsque les oiseaux traversent les grands lacs puis sont attirés par les lumières de la ville, ils arrivent à Toronto, sont épuisés et puis ils deviennent complètement étourdis avec tout ce verre-là, la ville qui grouille, ainsi de suite. Donc, ils s'en tuent vraiment énormément. Selon SafeWing, c'est approximativement 250 000 juste dans la ville d'Ottawa, ce qui exclut Gatineau. Malheureusement, présentement au Québec, on n'a pas encore de structure par rapport à ça, fait qu'on n'a pas encore de données. Donc, il n'y a aucune donnée, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'ils s'en tuent à Montréal, mais s'ils s'en tuent autant que ça, comme à Ottawa, à Toronto, c'est clair qu'ils s'en tuent à Montréal. C'est juste pas les données sont juste pas disponibles. Or, pourquoi les oiseaux entrent en collision avec le ver? La raison numéro un que vous allez voir en haut, c'est la réflexion. Il n'arrive pas à faire la différence entre les éléments naturels et sa réflexion sur les surfaces vitrées. Or, ce qui crée nécessairement de la confusion. C'est la grande majorité des collisions. Les oiseaux deviennent très à risque lorsqu'ils arrivent au niveau du sol. Alors, certains chercheurs vont dire 0,40 pieds, 0,52 pieds, puis je vous ai dit par rapport à New York, c'était 0,75 pieds. Donc, ils arrivent au sol, comme Camille l'a dit, ils vont manger des grains, ils vont manger des insectes, ils vont s'abreuver, ils vont aller se camoufler dans des arbres, dans des bosquets, tout ça. Et là, il va y avoir un coup de vent ou peu importe ce qui va se passer. Et là, ils vont prendre leur vol. Mais là, entre un arbre et la réflexion d'un arbre, pour eux, c'est exactement la même chose. Sauf que la course s'arrête de façon abrupte. Il y a aussi les effets de transparence. Les effets de transparence, c'est lorsqu'on a de la végétation de l'autre côté de la fenêtre et où on voit à travers, comme exemple, un abribus, un corridor, où on va avoir un parc avec des arbres matures de l'autre côté. Alors ça, c'est un classique. Alors nous, on bâtit des édifices en verre miroirs
Puis on ne veut pas avoir froid parce qu'on vit dans un climat nordique, fait qu'on bâtit un, un beau travers, tout en verre pour pouvoir bénéficier de la lumière du jour. Puis avec un beau parc parce qu'on veut voir la nature, mais on ne veut pas sortir dehors parce qu'il fait froid. Alors là, on vient de créer nécessairement une tempête épouvantable pour les oiseaux parce que là, il y a la réflexion, il y a la transparence, un cocktail Molotov finalement. Et il y a les effets de passage. Les effets de passage, c'est l'ombre, lorsque le soleil se couche, l'ombre qui va créer sur les coins des édifices et tous les coins d'édifices vitrés nécessairement deviennent très, très, très dangereux parce que ça devient comme un trou noir pour beaucoup d'espèces. D'ailleurs, tous les standards demandent que les coins d'édifices en verre soient traités. Or, c'est une des choses les plus dangereuses pour eux, mais c'est réellement la réflexion qui est le plus gros des problèmes. Maintenant, quelle est la distance minimum pour que le vol d'un oiseau soit mortel? Je vous laisse aller avec vos réponses là, dans le petit chat. Vous allez peut-être être surpris de la réponse. Attends, je vais juste rallumer le chat. OK. Je l'avais fermé. Attends, ça pas long. OK. Donc, Voilà, juste on a pour une vous dire que réponse. c'est pas un chiffre là, qui est apparu, là, moi qui mets mon doigt dehors pour dire oh, OK, c'est à peu près ça. C'est une étude qui a été faite par Dr. Daniel Clem, où qui a été mandaté à mettre des mangeoires sur différentes distances avec du verre. Et ils ont calculé que ça prenait seulement qu'un mètre. Ah, on avait une réponse à date et c'était 1 mètre. C'est excellent, c'est vraiment excellent. C'est rare que ça arrive. Or, c'est pour ça que dans certains standards, on demande est-ce que les mangeoires ou toutes sortes pour les oiseaux soient le plus près possible à l'intérieur du mètre. Alors, ça, ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont ralentir leur vol pour pouvoir s'agripper et se nourrir, s'abreuver, et ainsi de suite. Alors, tout ce qui est plus qu'un mètre, avec une réflexion, donc si on suit les conseils avec Camille, et ainsi de suite, mais si on a une mangeoire, puis on a une fenêtre qui donne directement à la mangeoire, c'est facile. On descend dans notre cour, on va regarder notre mangeoire, puis on va voir si la réflexion de notre mangeoire, elle arrive dans notre fenêtre. Et si c'est le cas, bien, on doit mettre quelque chose pour masquer et pour diminuer l'effet de réflexion naturelle sur cet environnement-là. J'ai une dizaine de diapos sur les recherches. Tout ce que je veux vous dire, c'est que entre autres, on va résumer ça de façon assez courte. C'est que dans les années 90, Dr. Daniel Clem, qui est le grand-père de tous les penseurs derrière la sécurité des oiseaux, là, puis par rapport au verre, il a découvert par un total accident que lorsqu'il met des marqueurs visuels à une distance soit de 2 pouces de façon horizontale ou de 4 pouces de façon verticale, il diminuait grandement le nombre de collisions. Comme c'est un chercheur idéaliste, ben, l'American Bird Conservancy, qui est un corps beaucoup plus promotionnel, eux ont mis un nom dessus. Vous allez peut-être entendre ça. Ça s'appelle la règle du 2 par 4. Alors qu'au Canada, nous, on utilise la règle du 2 par 2, mais c'est devenu une règle qui est d'avoir les marqueurs visuels, ce qui diminue grandement, principalement au niveau des songbirds lors de leur migration, qui avaient une tendance à tenter de passer à travers les marqueurs. D'ailleurs, les premiers marqueurs qui ont fait leur apparition dans le marché étaient à 4 pouces de distance. Mais à Toronto, on a remarqué que les colibris sont fortement affectés par ça, entrer en collision en grand nombre, mais ne rentraient pas en collision contre les édifices qui avaient des marqueurs à 2 pouces de distance. Alors, c'est pour ça qu'au Canada, on utilise du 2 par 2. Pourquoi qu'on a un standard au Canada et qu'est-ce qui a fait changer les choses? Il faut comprendre que si, principalement au Canada, aux États-Unis aussi, ben, si on joue avec votre portefeuille, ben, on a votre attention. Alors, EcoJustice a saisi un cas qui a été mené de main de maître par FLAP, le Federal Light Awareness Program, par Michael Miser et Dr. Daniel Clem, qui a fait partie
du procès. Ils ont tout simplement amené en justice Cadillac Fairview sur deux réglementations, une nationale et une provinciale, en leur disant, ben, votre verre, ben, il tue des oiseaux, on en ramasse, on en a la preuve. Et puis, le procès a duré quelques années. Et puis, au travers des années, Cadillac Fairview ben, a fait des aménagements sur la devanture de leur verre. Et la Ville de Toronto a saisi, donc ils ont été reconnus non coupables. Et la Ville de Toronto a saisi cette opportunité-là pour rendre leur réglementation qui était volontaire obligatoire. Et maintenant que ça s'est arrivé, ça devient une arme pour des organismes pour traîner en justice les tenanciers, les propriétaires d'édifices. Il y a un organisme du nom de Never Collide qui, entre autres, leur seul et unique souci, c'est de faire peur à des propriétaires d'édifices dans la grande région de Toronto. Lorsqu'ils identifient un édifice, ils vont les voir, ils vont leur donner un portfolio et puis ça prend pas de temps seulement qu'ils font des aménagements. Pourquoi? Il faut comprendre, là, je vous montre ici les villes au Canada, puis la réglementation qui existe. Donc, la réglementation qui existe, elle vient vraiment à 3 niveaux, au niveau fédéral, provinciale et municipale. Celle qui est la plus efficace, qui est la plus renforcée, c'est au niveau municipal parce que lorsque les gens veulent bâtir un nouvel édifice, ils ont besoin d'un permis de construction. Et ce permis de construction-là, il est révisé par les gens de la ville. Et si vous ne rencontrez pas les exigences de la ville, mais vous ne pourrez pas construire. Donc, c'est vraiment ce niveau-là que quand les villes ont de la réglementation, c'est là qu'ils ont le levier. Donc, vous voyez les villes où c'est obligatoire ou les autres qui sont volontaires. Ce qu'on remarque partout en Amérique du Nord, c'est que les villes où c'était volontaire, quelques années plus tard, ça devient obligatoire. C'est une façon douce de faire avaler la pilule, si on veut, mais comme la ville d'Ottawa, sont présentement sont sur le bord de faire passer de volontaire à obligatoire. Habituellement, les villes commencent par leurs propres édifices, et ainsi de suite. Donc, ce qui est arrivé avec Cadillac Fairview, ben, ça l'a fait peur au gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement fédéral a mandaté le Canadian Standard Association d'arriver avec un standard qui peut être utilisé à travers le pays, puis pour l'ensemble de leurs édifices. Alors, vous avez le ministère, tous les édifices du gouvernement fédéral qui sont en rénovation ou qui sont de nouveaux édifices se doivent obligatoirement de suivre le standard qui a été commandé. Et ce standard-là est venu d'une collaboration de gens de différentes villes, d'ingénieurs, des gens du milieu du verre, de spécialistes, des gens au niveau de l'environnement. Alors, ils se sont assis dans une salle pendant plusieurs semaines pour arriver à ce qui est, ma foi, est le meilleur standard qui existe en Amérique du Nord. Il n'y a pas un règlement municipal qui est meilleur. Ouais, oui, il y a celui de Toronto qui est meilleur que ça. C'est parce que Toronto a fortement influencé le standard. Ce que ça dit, c'est que 90% des verres qui sont dans les 52 premiers pieds d'un édifice commercial doivent être traités. Et où les toits verts se doivent également être traités à 4 mètres. 4 mètres plus bas, 4 mètres plus haut, parce que ça crée une confusion. Les marqueurs visuels se doivent sur la surface extérieure du verre, donc pour empêcher l'effet de réflexion. Quand les éléments naturels réfléchissent sur le verre, s'il y a un élément à l'extérieur, ben, il va faire rendre cette surface un peu mâle qui envoie un signal assez suffisant pour la plupart des espèces pour les alerter qu'une surface solide. Et ça dit également qu'il y a une dimension minimum à avoir et d'un espace maximum de 2 pouces, donc de 50 mm un à l'autre. Donc,
Et ça doit également. Et partout ce que ça a été utilisé, ça a très, très, très bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution dans le marché? Donc, après installation, il y a uniquement et seulement la pellicule plastique qu'on retrouve chez Feather Friendly, que vous pouvez trouver au nichoir. J'imagine que vous en vendez aussi chez Québec Oiseau. Fait en usine, vous avez la peinture à céramique, le verre d'épolé à l'acide et les motifs à rayons UV. Je dois vous dire que pour que les rayons UV fonctionnent, il y a quelques produits. Il y a un produit allemand qui est pas tout à fait adéquat. Pour suivre les normes canadiennes, il faut que les rayons UV, il faut que les éléments soient sur la surface extérieure, comme qu'on voit sur cette diapo-là. Il faut que ça soit sur la surface extérieure du verre. Pour que les rayons UV fonctionnent, il faut que faut avoir un contraste. Il faut que le spectre d'UV soit entre 300 et 400 nanomètres. Sinon, l'oiseau ne va pas l'apercevoir. C'est une fréquence que nous, on n'arrive pas à apercevoir, mais ça prend également un contraste. Il faut absolument que ça soit en surface 1. Donc, il n'y a pas de solution. C'est la solution la plus dispendieuse, mais c'est la seule qui permet plus de voir à l'extérieur. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Puis ce sont des belles réalisations. Celle-là, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. C'est à Cap Tourmente, l'espèce de centre où on va aux toilettes se rafraîchir et prendre les dépliants pour prendre les différents sentiers. Or, lorsque ça a été bâti, pendant des années, on chiffrait à peu près 25 collisions mortelles par année. Or, vous êtes dans un sanctuaire, c'est la dernière chose que vous voulez faire. Et depuis qu'ils ont utilisé du verre, pas juste le verre d'épolé à l'acide, mais des différents types de marqueurs en surface 1, ben, ils sont passés de 25 par année à 4 sur 4 ans. Voilà, c'est assez éloquent, là. On passe là, de 200, 100 oiseaux morts en 4 ans à 4. C'est un succès retentissant et ça démontre toute l'efficacité. Bon, ici, on a fait différents tests là, ici. Là. Donc, on a la halte routière à Villeroy. Or, c'est devenu un critère que le ministère du Transport impose maintenant pour la construction de tous les haltes routières. Toutes les nouvelles haltes routières au Québec sont maintenant munies obligatoirement de verre pour la protection des oiseaux avec des marqueurs visuels en première surface. Ici, ce sont des lignes horizontales. Après 3 ans, parce que faut comprendre que la bâtisse a été construite pendant la pandémie, elle n'a pas été ouverte parce qu'il y avait la pandémie, mais il y avait quand même quelqu'un qui travaillait là à temps plein. Or, ils ont dénombré un total de aucune collision. Puis on voit le boisé, là. Il y a du bois, puis il y a des arbres matures en masse. Puis il y a de la place pour en tuer des oiseaux. L'Université de la Saskatchewan, et ça, c'est l'unité le campus pour l'étude de la science de la nature, où l'étude principale allait d'étudier pour la pousse du maïs. Or, cet édifice-là est équipé de marqueurs visuels à 2 pouces de distance avec un enduit énergétique, donc il rencontre les normes énergétiques de la région, en plus d'être sécuritaire pour les oiseaux. On dénombré sur une période de 3 ans 0 collision. Et les édifices alentours du campus, pendant la première migration, plus de 65 collisions mortelles sur les autres édifices environnants. Donc, ça fonctionne. Donc, nos amis au niveau des villes, ils n'ont aucune excuse. Alors, voici un exemple. J'ai décidé quand même de vous laisser de montrer des exemples avec des marqueurs UV. Là, on en voit un au niveau d'un zoo. Donc, on comprend bien que si on a des animaux dans un habitat, on ne veut pas nécessairement les masquer derrière des points, des lignes ou quoi que ce soit. On est allé avec une solution UV. Or, il y a moyen de rendre ça quand même joli et intéressant. Centre-ville de Toronto, on voit vraiment les lignes ici de jour, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ça, c'est la vue de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus
facile, si on veut. On a une vue vraiment dégagée. C'est plus facile pour les gens nécessairement, puis surtout pour les architectes, là. C'est plus les architectes que les gens qui habitent ces édifices-là. Moi, j'arrive vers la fin, là. C'est sûr que j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir certaines choses, c'est que le ver tue énormément d'oiseaux. Il tue, entre autres, des sujets qui sont en pleine forme puis qui sont sur le bord en pleine migration. Alors que les autres formes de prédation, ben, ils vont prendre les plus faibles ou les plus. C'est ça, les oiseaux les plus faibles. Ici, il n'y a aucune discrimination et c'est vraiment injuste. Le nombre de villes qui adoptent la législation augmente, c'est assez effrayant. C'est devenu vraiment un phénomène américain très, très, très publicisé. Canadien, moins, mais comme vous pouvez l'entendre, les ministères se padent derrière le CSA, qui est une excellente chose. Il y a il y a beaucoup plus d'options sur le marché présentement et le Québec est l'endroit qui se fabrique le plus, ou ce que le plus de fabricants de verre pour la sécurité des oiseaux. C'est là qu'il y a la plus grande concentration en Amérique du Nord. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il y en a plus. On est 5 qui en fait. Nous, on est les premiers à en faire. Mais là, on en est 5. Habituellement, vous allez en trouver 1 sur 10 États américains. Vous voyez la disproportion qu'on a ici au Québec. Là, il y en a des possibilités. Et le développement de la technologie fait en sorte que les prix ont commencé à baisser. Les solutions les plus efficaces sont en surface 1. Tout ce qui est en surface 2, surface 3, surface 4, c'est de la bouillie pour les achats. Ce sont des vendeurs de voitures usagées. Ça ne fonctionne pas vraiment. Au Canada, on a un standard qui est absolument fantastique, qui est bien écrit, qui donne, vous l'avez vu par mes exemples, qui fait une différence. Et le dernier point par rapport à mon sommaire, c'est de dire qu'il n'y en a pas de réglementation au Québec. Il n'y en a vraiment pas. Est-ce que ça va changer? Je pense que oui. Mais on est vraiment on se traîne les pieds par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis je vous implore vraiment, premièrement, c'est d'identifier les fenêtres de vos domiciles qui sont problématiques. Si vous avez une belle piscine avec du beau verre ou des garde-corps avec du verre, mettez, s'il vous plaît, des marqueurs visuels en plastique là, de feather friendly. Ça va durer 5, 6, même 8 ans dans certains cas, dépendamment de l'exposition au soleil. Alors, impliquez-vous auprès de vos organisations de protection des oiseaux. C'est super important. Et bien entendu, si vous voyez un oiseau qui a été blessé ou qui est mort, allez sur Bird Mapper et allez le rapporter. Là, on va pouvoir commencer à bâtir une base de données qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire plier les chaînes des élus municipaux qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire élire. Voilà. Et ils ont une peur bleue des entrepreneurs généraux. Et s'il y a un entrepreneur général sur la ligne, appelez-moi, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter. Ils ont peur de vous. Alors, sur ce, je peux vous dire que les oiseaux, ben, eux, ils vous remercient de votre attention. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, voilà. Alors, merci. Voilà. Merci, Danick. Bon, on peut peut-être prendre 2 questions avant de passer à Jean-Marc. J'en avais une. Michel demande si c'est une bonne idée d'essayer une mangeoire sur une tente à l'aide de ventouses puisque la distance est de moins de 1 mètre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plus, je regardais certaines des diapos de Camille, puis je me grattais la tête, je disais, oh, ça, c'est vraiment problématique. Et le truc, c'est vraiment de rentrer dans sa cour, marcher derrière, puis voir s'il n'y a pas des éléments de réflexion contre le verre. Puis peu importe la structure de verre, qu'elle soit attachée ou pas à la bâtisse. Comme je l'ai dit, des garde-corps pour des piscines, là, c'est mortel. Oui. Ben là, je vois que il y a Camille qui a posé aussi une question. Qu'est-ce qui arrive avec les édifices plus hauts que 50 pieds?
En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils vont voler au-dessus. C'est vraiment le problème, c'est vraiment quand ils prennent leur envol. Lorsqu'ils sont en migration ou quoi que ce soit, ils vont passer carrément par-dessus. Ils n'ont pas tendance, c'est vraiment quand ils sont au sol qui est le danger. Et tous les éléments naturels, donc les arbres, c'est surtout ça qu'on vise, les arbres. Euh, la réglementation à San Francisco, c'est une des mieux écrites parce que elle devient obligatoire seulement si vous êtes sur le bord d'un boisé ou sur le bord d'une source d'eau, et ainsi de suite. Il y a une bibliothèque à Blainville qui a été fabriquée par une belle firme d'architectes qui n'ont jamais pensé à ça. Ça date de vitré devant un boisé. C'est un dead trap. Là, je veux dire, c'est écrit dessus. Puis, comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à faire la distinction. OK. Puis, peut-être une dernière question. En fait, j'ai Claire et Marie qui posent une question assez similaire là, pour les maisons, les résidences privées existantes. C'est Ouais. quoi les différentes solutions? Puis, où est-ce qu'on trouve ces solutions-là? Ben, les solutions, on va les trouver chez, entre autres, là, je ne sais pas si vous en vendez, Québécoiseau, là, mais le Nichoir va en vendre. À Hudson, c'est tout simplement une compagnie de Toronto qui fait des, euh, des motifs en plastique qu'on peut coller sur le verre, sur la surface extérieure du verre. Moi, j'en ai à la maison pour une fenêtre, entre autres, parce que j'avais des jets bleus qui venaient s'écraser contre ça. Donc, c'est la seule et unique option résidentielle. Là, pour répondre à une question peut-être un peu plus large, tout le monde du résidentiel, 90% des fenêtres viennent d'un manufacturier de fenêtres. Un. En Amérique du Nord. La bonne nouvelle, c'est que ça fait 3 ans qu'ils étudient ça et ils sont sur le bord d'ouvrir la machine. D'ici 2 à 5 ans, il va y avoir des options pour vos chalets, pour vos maisons, ainsi de suite, avec des marqueurs visuels qui vont être là de façon permanente. OK. Puis, ben là, je vois une question. Valérie demande où est-ce qu'on doit déclarer les collisions. Tu avais parlé de Bird Mapper, puis je vois que Jean-Marc a mis le Ah, lien dans le oui, clavardage. c'est Bird Mapper. C'est un outil qui a été développé par FLAP, Light Awareness. Ils sont vraiment au cœur, là. Vraiment, le travail de Michael Mazur, c'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est vraiment de mettre les élus municipaux devant le fait accompli. Comme exemple, je sais très bien que plusieurs stations du REM sont un problème. Les marqueurs visuels sont à 4 pouces, sont très pâles, ils sont mis en position 3. Je ne sais même pas en mettre. Et puis, mais c'est de chiffrer le problème, puis de voir avec la réglementation qui est en place au Québec, voir si on ne peut pas les traîner en justice. Puis là, ben, c'est là que les choses vont bouger. Voilà. Parfait. Ben merci. Merci encore, Plaisir. Danick. Fait que je vais arrêter de partager. Ouais. Puis, il y Euh, aura sûrement d'autres questions qui vont s'ajouter là, par la suite. Sinon, en attendant, ben, je peux déjà présenter Jean-Marc. Ben, Jean-Marc, c'est un président. Jean-Marc est président, je dirais, j'ajouterais très actif du Club des ornithologues de l'Outaouais. Ben, il offre de nombreux ateliers et animations en lien avec l'ornithologie et est membre d'une équipe citoyenne qui veut aider Gatineau à obtenir le statut de ville amie des oiseaux. On en a parlé tantôt brièvement, je pense que ça passait dans une des diapos de Danick. Puis bon, je sais que la question de la prédation des chats, de la prédation des oiseaux par les chats l'intéresse depuis très longtemps. Donc voilà, je te cède la parole, Jean-Marc. Alors, merci beaucoup. Je vous présente tout de suite ma mascotte qui m'accompagne ce soir. Elle n'a pas encore de nom, mais elle porte le fameux collier anti-prédation dont je vais parler un petit peu tantôt. J'ai un PowerPoint moi aussi, fait que je vais le partager. Voilà. Donc, vous devriez justement voir mon chat avec sa collerette. C'est bon? Tout est correct? Excellent. Alors, oui, je m'intéresse aux oiseaux et aux chats. Puis en fait, quand j'ai fini par comprendre tout ce que je vais vous dire ce soir, j'ai fait des changements très précis dans ma vie. Notre chat
a une collerette, et puis depuis le jour où elle a eu sa collerette, elle n'a plus tué un seul oiseau. Et à mon chalet, vous verrez tantôt, j'ai justement du feather friendly, puis j'ai aussi des cordes à copiane pour que les oiseaux arrêtent de se tuer contre mon chalet. Les chats, c'est un petit peu complexe parce que les propriétaires de chats n'aiment pas se faire dire que leurs chats font partie des 100 espèces envahissantes parmi les plus nuisibles du monde, selon l'Union internationale de la conservation de la nature. C'est surtout vrai dans les îles, mais c'est vrai un peu partout. Ma présentation, je sais que tout ça est enregistré, mais ma présentation, elle est déjà disponible en ligne parce que ce soir, je suis une version raccourcie. Fait que tantôt, dans le chat, je vous dirai comment accéder à la présentation. Mais avant, on va vous faire participer un petit peu. Fait que Jean-Sébastien va afficher un sondage, puis il va y avoir 5 questions qui vont être toutes affichées l'une après l'autre. C'est très simple. Avec votre souris, votre doigt, vous allez cliquer sur oui ou sur non quand Jean-Sébastien va afficher le sondage. Tu peux y aller tout de suite, Jean-Sébastien. C'est bon. Ça vous permet de participer. Fait que OK. les 3 premières questions, c'est par rapport au chat. La première, c'est est-ce qu'il y a un chat dans votre foyer ou dans votre ménage? Ça peut être chez vous, ça peut être un chalet. On veut juste avoir une idée parmi les 100 et quelques personnes qui sont là s'il y a des propriétaires ou de chats. On ne devrait plus dire propriétaire, hein, on devrait dire tuteur de chats. La deuxième question, c'est est-ce que votre chat... Alors, vous pouvez commencer à voter tout de suite. Là. Ça commence à rentrer. Merci. La deuxième question, c'est est-ce que votre chat ou le chat du voisin ou le chat de vos enfants, est-ce qu'il y a de temps en temps un chat que vous voyez devant chez vous ou autour de chez vous dans la rue? Pas que vous avez entendu dire, là, que vous l'avez vu, vous, mettons au moins une fois en 2023. Fait que j'espère que les réponses commencent à rentrer. Excellent. En 2023, encore une fois, vous-même ou vous êtes certain que le voisin ou votre fils ou votre fille ou votre grand-papa ou quelqu'un vous a dit « Hey, il y a un chat qui a tué un oiseau devant chez moi ou dans ma rue. » Fait que vous n'avez peut-être pas vu l'action, mais vous avez vu soit un chat avec un oiseau dans la gueule, soit qu'il vous l'a rapporté. En tout cas, vous êtes certain qu'il y a un chat qui a tué au moins un oiseau. Fait que là, on vient de régler les questions des chats, mais il y a 2 autres questions. Si vous défilez la petite barre grise qui est dans le sondage, vous voyez les questions 4 et 5. Ça, c'est un suivi adanique. Est-ce que vos fenêtres sont traitées, puis je devrais peut-être dire adéquatement, pour éviter les collisions? C'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté du verre de chez Walker? Ça m'étonnerait. Mais est-ce que vous avez mis des rubans feather-friendly ou des collants de manière très intense à l'extérieur de vos vitres? Fait que là, vous répondez oui ou non. Et puis, pour faire suite à Camille, parce qu'après, on fera une petite conclusion, est-ce que vous avez des mangeoires ou des abreuvoirs ou des bassins d'eau? Autrement dit, est-ce que vous donnez de la nourriture artificielle aux oiseaux sur votre balcon ou dans votre cour? Fait que comme ça, je vous permets de réagir un peu à tout ça. Et je vais avoir besoin que Jean-Sébastien soit partage les résultats, soit nous dise les chiffres pour qu'on puisse avoir ça en tête parce qu'à la fin, je veux revenir là-dessus. Fait que je pense que si tout le monde a voté, Jean-Sébastien, tu peux peut-être arrêter le sondage puis afficher les résultats en ligne. Tu peux nous Ouais. faire ça? En fait, ça vient de plafonner à 87 %, donc je pense qu'on va rendre jaloux certains niveaux d'élection municipale ou C'est génial. provinciale. Partager les résultats, c'est ici. Bon, Est-ce que vous alors, voyez tout? oui, on voit. Donc, tu as 29 qui ont un chat. Tu as 72 des gens qui ont déjà vu un chat dehors. Puis, moi, il faut que je descende pour voir, parce que je dois prendre ça en note là, pour plus tard, là, mais vous voyez les résultats vous-même. 49 de chats qui ont d'oiseaux tués par un chat, ou en tout cas transportés par un chat. 26 qui traitent les fenêtres, bravo. Et puis, je ne vois pas la dernière, 78 qui nourrissent les oiseaux. Super, merci. Fait que moi, j'ai pris ça en note. Jean-Sébastien, tu peux fermer ça, puis moi, les 15 minutes commencent vraiment maintenant. OK? C'est bon. D'ailleurs, vous voyez mes fenêtres traitées par des feather-friendly puis par des cordes ici qui fonctionnent très bien à mon chalet, puis éventuellement dans la période de discussion, on pourra y revenir. Alors là, je vais vous présenter la championne britannique des prédateurs d'oiseaux. Les images ne sont pas super joyeuses, mais ce n'est pas terrible. J'ai édité la chose et j'ai mis des sous-titres en français. Je vous laisse apprécier. Well, I've been collecting what Missy's brought in for the last 2 weeks, approximately. So, would you like me to show you just a few of the items? Or bodies, I should say. There's a little bird, I'm afraid.
just looks as if he's asleep, but unfortunately, there's one gone. And then this is one of the many mice we have around here. I don't know if you're into gruesome bodies, but this is what Missy's brought in less than 2 weeks. So she's quite a hunter. She's really surprised us on the amount of carnage. I've got to say that it's really shocked me when we started counting them up. In the last 2 weeks, she's brought in maybe 30, 36 items, plus maybe another dozen or so that we've let go. And I think that's a little bit too much, really. Je vous montre par la suite. A little bit too much, maybe, a dit le monsieur. Donc, c'était une étude britannique chez les propriétaires de chats pour avoir une idée de si effectivement les chats tuaient des oiseaux. Fait que ça, elle a été déclarée la championne. Et parlant de statistiques, passant de l'anecdote à les grandes études américaines et canadiennes qui datent des années 2013, puis elles seront dans la présentation à laquelle vous aurez accès plus tard, continuent à dire que les chats sont beaucoup plus, même si je suis d'accord avec Danick que c'est très compliqué de faire des statistiques exactes. Mais aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, si vous regardez le graphique, par rapport aux fenêtres, aux automobiles, aux lignes électriques, aux tours de télécommunications, à l'électrocution ou aux produits chimiques agricoles, dans certains cas, il n'y a pas des données, la mortalité estimée par les chats au Canada, on est dans près de 200 millions, puis aux États-Unis, on est à 2,4 milliards, d'après les études de ces années-là. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il y a plein de considérations statistiques, mais c'est évident que ça fait comme beaucoup d'oiseaux. Si vous rajoutez ceux qui sont morts contre les fenêtres, ça fait beaucoup trop d'oiseaux, d'après moi. C'est pour ça que je m'intéresse à cette histoire-là. Puis je me dis, mais au Québec, qu'est-ce qui se passe? Alors, au Québec, selon les vétérinaires et puis des sondages qui ont été faits vraiment sérieusement, on a de plus en plus de chats et de chiens dans nos maisons. Puis les sondages, tantôt, vous disiez 29% ont un chat. Au Québec, la norme, c'est 31. Fait qu'on est exactement dans la moyenne, pardon. Et on a probablement 2,1 millions de chats domestiques et probablement dans les 700 000 ou plus chats errants. Ça, c'est plus difficile à compter. Fait que, est-ce que ces chats-là tuent des oiseaux au Québec? Fait que je vais présenter quelque chose à l'écran. Vous devriez voir un tableau genre Excel à l'écran. Vous le voyez, oui? Parfait. Fait que je me suis amusé, ce n'est pas un bon mot, mais j'ai pris les chiffres. On a 700 000 chats errants, on a 2 134 000 chats domestiques. J'ai prévu que 100% des chats errants sont dehors. Puis je me dis, si la moitié d'entre eux tuent au moins un oiseau de temps en temps, puis que de temps en temps, c'est, mettons, 5 oiseaux par mois, bien ça fait 1 700 000 oiseaux par mois. Fait que sur une année complète, ça fait 21 millions. Puis si on regarde juste de, mettons, avril à novembre, parce que peut-être vous allez me dire, ils chassent moins pendant l'hiver, j'arrive encore à 14 millions d'oiseaux tués. Si je regarde les chats domestiques, juste le fait qu'il y en a 2 millions, puis qu'il y en a, mettons, 33% qui sortent, 1 sur 2. Donc, d'après vos chiffres, c'est 29. Bon, ben 29% qui sortent, voilà. Puis que mettons qu'il y en a 1 sur 5. Vous avez dit 72%, hein, mais je vais dire 1 sur 5. Puis qu'ils en tueraient 2 par mois, vous arrivez à 3 millions. Tantôt, dans le chiffre, vous avez vu 72% de chats qui sortaient, hein? Pardon, 72% de chats qui sortaient. Bon, évidemment, là, je suis en train de faire de la démagogie, ce n'est pas des bons chiffres. Mais je vais juste vous montrer que ce tableau-là auquel vous aurez accès, que tu mettes n'importe quel chiffre ici, tu arrives toujours dans les millions de chats d'oiseaux tués au Québec par des chats. Fait qu'il faut vraiment mettre des chiffres minuscules pour arriver avec un taux de mortalité très faible. Fait que je retourne à mon PowerPoint, puis je me dis, OK, les chats tuent trop d'oiseaux. Est-ce que les vétérinaires et les propriétaires de chats s'intéressent à cette question-là? Plus ou moins. Par contre, ce que les vétérinaires disent, puis il y a eu un article dans l'actualité l'année passée ou cette année, puis à TVA Salut Bonjour l'année passée, une vétérinaire, Claudia Gilbert, en fait, ce qu'ils parlaient, c'est pas tellement les oiseaux qui les intéressaient, c'est la santé des chats. Et toutes les études qu'eux ont faites, puis eux, ils ont des chats dans leur clinique, montrent que ce serait beaucoup mieux de garder un chat à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, ce qu'ils disent, c'est que l'espérance de vie peut être réduite de 2 à 3 fois. Donc, plus votre chat est dehors, plus son espérance de vie est réduite. Pourquoi?
Ben, blessures par d'autres chats, d'autres animaux, les voitures, des maladies, des parasites, la vermine, l'empoisonnement à l'antigel qui coule de votre voiture. Ça, c'est quand ils ne se font pas enlever ou qu'ils ne restent pas coincés dans un arbre ou dans un moteur d'auto ou je ne sais pas quoi. Et surtout, ils sont une nuisance pour tous les autres. Vous connaissez sûrement des gens qui se sont plaints que le chat du voisin les dérange, fait des cacas dans le carré de sable des enfants, etc., etc. Fait que du côté vétérinaire, c'est à peu près unanime que les chats ne devraient pas sortir. C'est un chat domestique, ce n'est pas un chat sauvage. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, mon chat, il faut qu'il sorte. C'est impossible. Ils pensent quand même que c'est un animal puis que c'est la nature d'avoir le chat dehors. Fait que nous, on leur dit, ben, la solution la plus efficace, c'est garder votre chat dedans. C'est mieux pour le chat, c'est mieux pour les oiseaux. D'ailleurs, il y a des SPCA ou des SPA lorsque vous adoptez un chat qui va mettre une condition qui doit rester à l'intérieur. Fait que moi, je dirais une action qu'on peut faire, ben, c'est promouvoir le fait qu'un chat va vivre mieux, va être plus heureux à l'intérieur. Mais les vétérinaires et les gens vont vous dire, à condition de bien l'occuper, bien le nourrir, il faut animer son chat. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi et mon chat, il faut qu'il sorte. Fait que si le chat sort, ben, il faudrait limiter son accès aux oiseaux ou bien limiter sa capacité de les tuer. Fait que comment on fait ça? Dans les solutions optimales, ça c'est mes mots à moi, il y a les chatios ou les catios ou les enclos à chats. Je vous le grossis un petit peu, pardon. Ici, c'est une structure quelconque, grillagée, qui est adjacente à la maison et le chat peut sortir dehors. Sauf que dans ce genre de catio, de chatio, il n'a aucun accès aux oiseaux à l'extérieur. Et donc, il ne peut pas les attraper. Puis sur Internet, si vous cherchez catio ou chatio ou enclos à chat, vous allez en trouver plein. Donc, il n'y a pas vraiment d'études, mais à l'évidence, vu qu'ils n'ont pas accès aux oiseaux, ça doit marcher. Donc, moi, je dis, recommandons ça comme une solution. L'autre solution optimale, c'est quand il sort, ben, mettez-le dans un sac. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la dame ici porte un petit sac à dos avec son chat ici, et puis elle peut, le chat a sa petite fenêtre, il peut respirer, tout va bien. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les solutions optimales. Ensuite, les solutions de rechange. Fait que là, le chat est dehors. En partant, ce n'est pas génial, mais au moins, il est dehors. Le harnais. Il y a des harnais très colorés. Vous mettez une laisse et oui, des organismes comme Chat Éducateur ou d'autres organismes vont vous-même vous donner des cours comment réussir à convaincre votre chat d'aller dehors en laisse. À Gatineau, l'année passée, ils ont fait une campagne Miaou. Miaou, oui, ça va, vous comprenez la joke, Miaou, en Plénou. Et ils ont rappelé un règlement municipal qui dit que à Gatineau, les chats doivent toujours être sous surveillance. Tu n'as pas le droit de laisser un chat comme ça se promener librement dehors. Ça, c'est un post Facebook. C'est le post Facebook qui a été le plus partagé en 2023 après un post sur les sacs de sable et les inondations du printemps. Et plus de 90% des commentaires étaient positifs. Il y avait consensus parmi tous les gens qui réagissaient que oui, Minou ne doit pas être laissé sans surveillance. Et l'argument, ce n'était pas du tout les oiseaux. L'argument, c'est qu'on est tanné des chats qui viennent faire leurs besoins chez nous, qui miaulent, qui dérangent, qui brisent des choses. Donc, il y avait déjà des gens tout à fait prêts à dire « ne laissez pas les chats sortir ». Dans les solutions de rechange, je vous ai présenté, vous voyez encore ma photo, là, mon petit chat ici. C'est les fameuses collerettes. C'est la compagnie Bird Be Safe que moi je connais. C'est une dame qui a créé ça il y a quelques années. Puis tantôt, je ferai le partage d'écran, je vous en montrerai une en vrai. C'est très coloré. Pourquoi? Parce que les oiseaux voient bien les couleurs et voient les ultraviolets. C'est une des raisons pourquoi les propositions de Danique fonctionnent, de traiter aux UV, de certains UV les vitres. Et aux États-Unis, l'étude qu'elle a fait faire montrait 87% de réduction de prédation. En Europe, ils ont fait des tests aussi. Ça fluctue entre 35 et 95% de réduction des attaques. Autrement dit, dès qu'un chat est dehors sans surveillance, mais qu'il a une collerette, il tue beaucoup moins d'oiseaux. Ça s'achète en ligne, ça s'achète chez Québec Oiseaux. Les animaleries que je connais, comme Chico et Mondou, n'en vendent pas. Puis les SPCA que je connais n'en vendent pas, mais peut-être que dans vos régions, ils le font. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine de promouvoir ça pour les propriétaires, les tuteurs de chats, entre guillemets, irréductibles,
qui sont convaincus que leur chat doit pouvoir aller dehors, ben, au moins, si vous ne les attachez pas, etc., mettez-leur ça, puis ça va réduire les choses. Fait que je pense que j'ai encore 1 ou 2 minutes. Je vous montre un vidéo promotionnel que j'ai créé pour ça. Oh, pardon. Oh, des petites graines, la 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 la, des petites graines. Qu'est-ce que c'est ça? Ça bouge pas, ça doit pas être dangereux. La 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 la, miam 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 miam. Ah! L'oiseau est mort et le chat ne le mange pas. C'est le fun. J'insiste sur fin tragique et Des inutile. petites graines. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça bouge pas. Ça a des couleurs. Heureusement, je les vois. Ah, c'est pas dangereux. Je vais manger mes petites graines. La 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 la. Oh, mais ça bouge là. Au secours! Ah! Oh, je l'ai raté. Qui m'a raté? La 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 la. Merci, collier anti-prédation. Fait que cette animation, je l'ai fait dans des kiosques, je l'ai fait au Musée de la nature à Ottawa avec des enfants, etc. Et je vous dis que ça marche comme sensibilisation. J'ai même traumatisé une petite fille qui ne voulait plus jouer avec moi et au chat parce qu'elle avait trop peur du chat qui attaquait l'oiseau. Mais le fait est que la collerette, c'est une solution parmi d'autres. Dans les autres solutions de rechange, il y en a 2. Il y a la bavette. J'ai essayé d'en acheter une, j'ai payé, je ne l'ai jamais reçue, fait que je ne vous la recommande pas vraiment, mais il y a une étude australienne où en Australie, elle a fait ses preuves. Quand le chat a ça autour du cou, il s'enfarge, fait qu'il n'arrive pas à attaquer l'oiseau, puis l'oiseau le voit venir en plus. Le bandana, les animaleries, les SPCA en vendent. Je ne sais pas, il n'y a pas d'étude que j'ai trouvée qui montrerait que ça crée de la réduction. Je suis un petit peu inquiet parce que le bandana est attaché au cou du chat plutôt qu'autour du collier. Dans le cas de la collerette, vous allez voir, la collerette s'installe autour d'un collier, puis on met des colliers qui se décrochent s'il y a trop de tension. Donc, le bandana peut-être fait quelque chose, mais je ne suis pas convaincu, donc je n'ose pas le recommander. Fait que je vais revenir à mon tableau, si vous permettez, puis je vais regarder les chats qui auraient des collerettes. Fait que mettons que les chats errants, la probabilité qu'on réussisse à leur mettre des collerettes est très faible. Mais mettons que vous avez accès à une colonie et qu'on réussit à mettre, mettons, 2% des chats errants qui auraient des collerettes. Là, on vient de sauver quelques centaines de milliers d'oiseaux. Mais ça, c'est un peu utopique. Par contre, sur les chats domestiques, si, mettons, 25% des chats domestiques avaient une collerette, puis ça, c'est le 25% des chiffres de tantôt, 25%, je viens de sauver 1 600 000 oiseaux par année ou 1 060 000 pendant l'été. Alors, est-ce que c'est utopique? Bien sûr. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire que nos solutions peuvent sauver des oiseaux. Et ce tableau-là, je vous le dis, il est en ligne. Vous irez même mettre tous vos chiffres vous-même pour faire tous vos scénarios si ça vous amuse. Donc, on a des solutions qui fonctionnent. Puis on a des fausses solutions. Parmi les fausses solutions, la clochette. Toutes les études qui ont essayé de mesurer les clochettes, souvent en comparaison avec la collerette, remarquaient que les rongeurs se font beaucoup moins attraper quand il y a des collerettes, mais pas les oiseaux. Autrement dit, un chat avec une clochette, de manière anecdotique, pourrait rater un oiseau. Il y a un oiseau ou deux qui pourrait être sauvé, mais ce n'est pas un moyen de prévention des prédations. Et une autre fausse solution d'une perspective oiseau, c'est les programmes capture, stérilisation, relâche et maintien. Parce que oui, ces programmes-là sont défendus par beaucoup de monde pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment pour éviter que les colonies de chats errants croissent à des vitesses exponentielles. Mais ça ne change en rien que le chat dans la colonie est dehors et peut être un chasseur et un prédateur. Fait que ce que je pense qu'on doit faire, c'est que pour réussir à convaincre les gens de changer de comportement, il faut aller les rejoindre là où ils sont. Fait que parmi où les gens, les groupes Facebook, il y en a plus de 60 au Québec qui ont des groupes Facebook qui parlent d'oiseaux. L'Oiseau du Québec, c'est 120 000 membres. Ornithologie, c'est 60 000, etc. Dans ces groupes-là, moi, j'y suis de temps en temps. C'est extrêmement rare qu'on parle de la prédation par les chats ou quand on en parle, des fois, on trouve ça rigolo. Du côté des chats, il y a aussi des groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres. Puis eux, ils ont même une exposition des animaux de compagnie au stade olympique, avec 92% des 60 000 visiteurs possèdent un chat ou un chien. Fait qu'il y a des endroits où on peut parler de ces choses-là.
Au Québec, on a un groupe Facebook qui s'appelle Protégeons les oiseaux sauvages des chats domestiques. Il y a un gros 135 membres, qui est le groupe de ce privé. Fait que c'est un groupe de 135 membres qui est supposé de faire le lien avec tout ça. Pas besoin de vous dire qu'on a un peu de travail à faire. Un autre truc que je pense qu'on doit faire, il y a plusieurs clubs d'ornithologie ce soir, c'est nos propres clubs. Moi, dans le club, ce n'est pas tous les membres qui trouvent ça le fun, mes campagnes de protection, mais on le fait quand même. Et j'ai fait une recherche sur les 32 sites web des clubs d'ornithologie du Québec. Il y en a 90% où même en fouillant, je n'ai rien trouvé de concret sur la prédation par les chats. Donc, ça veut dire que nos membres, dans nos activités, dans nos trucs publics, si tu veux, on en parle peu ou pas. Et je pense que nous, on pourrait, en tant qu'amoureux des oiseaux ou amoureux des chats, passer le message davantage. Fait que ça me permet d'arriver à la conclusion de, en fait, la soirée, puis ensuite, il y aura les questions. Fait que cohabiter mieux, c'est quoi? Ben, je vais recommencer avec Camille. Cours, balcon avec variété de plantes, surtout indigènes, pas trop de pesticides parce qu'on va attirer les insectes. Pour les fenêtres, ben, traitez-les. Il y a des techniques simples, que ce soit les feather-friendly, des cordes ou si vous êtes au niveau industriel, d'autres systèmes. Si vous avez un chat, ben, gardez-le à l'intérieur ou limitez sa capacité de chasser les oiseaux. Si vous avez des mangeoires et des abreuvoirs, ben là, il faut les mettre à la bonne distance des fenêtres et des chats. Puis je rajouterais, tant qu'avoir des abreuvoirs et des mangeoires, ben assurez-vous qu'elles sont faites pour les oiseaux, pas juste pour notre plaisir de les observer. Donc, de la bonne nourriture bien nettoyée, etc. Puis passez le mot. Je pense que plus on va parler aux gens qu'il y a des solutions, qu'il y a un problème, puis qu'il y a des solutions, ben, plus on va probablement réussir à intéresser notre entourage, les médias traditionnels, les médias sociaux, aller au salon des animaux au stade olympique. Collaborer avec les SPA, SPCA, les associations de quartier souvent sont des bons diffuseurs d'informations. Si on leur donne du matériel prêt à diffuser, ils vont le diffuser. Eux non plus n'aiment pas les chats errants dans leur quartier. Mobiliser les ornithologues, donc nous-mêmes, puis les clubs d'ornithologie. Faire bouger l'appareil municipal, Danick en a parlé. Nous, à Gatineau, ça avance beaucoup trop lentement à mon goût, mais il y a de plus en plus d'élus et de fonctionnaires qui savent qu'ils ont un problème, puis ils vont peut-être finir par agir. Puis éventuellement des actions plus contraignantes, c'est-à-dire si votre ville n'a pas de règlement pour contrôler les chats errants, ben peut-être, ou les chats domestiques, ben peut-être l'encourager à en avoir un. Si elle en a un, peut-être l'encourager à l'appliquer davantage. Fait que ça, c'est l'espèce de conclusion. Puis, parce que j'aime les vidéos, puis qu'il y a toujours des exceptions à tout dans la vie, je vous présente l'exception qui confirme la règle. C'est quand une vitre protège un chat d'un oiseau. Bon, c'est pas une maison, c'est une voiture, mais on sait que les voitures tuent aussi des oiseaux. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai présenté ce soir et beaucoup plus, je les ai mis sur le site web de Ville Amie des oiseaux. Puis dans le site web Ville Amie des oiseaux, j'ai un onglet chats et oiseaux. Fait que vous avez accès à ma présentation beaucoup plus détaillée. Vous avez accès au calculateur. Et puis, vous avez toutes les références, bien pas toutes, mais plusieurs des références que j'ai utilisées. Puis, je vais mettre le lien dans le chat maintenant. Donc, j'arrête le partage en espérant que j'ai respecté à peu près mon temps. Ouais, pas pire. Bon, ben, merci, Jean-Marc. Je ne savais pas que tu avais des talents de monteur vidéo. Ah, tu ne me connais pas, Jean-Sébastien. C'était vraiment excellent, excellent. Puis merci pour la présentation. Moi aussi, je pense que ça m'a mis vraiment beaucoup d'informations. Si je retourne aux questions, donc c'est ça, n'hésitez pas là, à poser des questions. Là, je vois qu'il y en a deux qu'on n'avait pas répondu tantôt. Je pense que ça s'adressait peut-être plus pour Camille. Camille, j'ai Monique qui demande si tu as des solutions vraiment spécifiquement pour les balcons. Oui. Où est-ce qu'on pourrait avoir ça en ligne? Jean-Sébastien, il va falloir qu'on fasse une petite section balcon. Oui, il y a des fleurs, mais aussi des arbustes qu'on peut mettre sur vos balcons. Par contre, ce qui est important, c'est de toujours vérifier, un, avec la municipalité et deux, avec le responsable de votre immeuble pour savoir si vous avez le droit de mettre de la végétation sur vos balcons.
Je sais que dans les condos, bien souvent, vous n'avez pas le droit. Ça fait que c'est ça qu'il faut vérifier en premier. Mais après ça, ben, il suffirait, oui, il y a plein d'espèces, mais il suffirait de trouver une façon de diffuser cette information-là, Jean-Sébastien. On va en trouver une. On va en trouver une. J'ai aussi Maryse qui demande si c'est une bonne idée d'aller chercher des plantes ou des arbustes en milieu sauvage. Euh, Pas vraiment, mais écoute, de façon générale, si c'est des plantes qui sont absolument abondantes, par exemple, je vais prendre l'astère de Nouvelle-Angleterre. Des fois, ça envahit des champs complets. Alors, je pense qu'en prendre un ou deux plants, ça ne fait pas de problème. Mais il faut, en tout cas, moi, j'encourage pas cette pratique-là, à moins que ce soit vraiment dans des champs abandonnés, puis qu'on peut très bien reconnaître l'espèce. Si vous vous trompez d'espèce aussi, vous pouvez vous retrouver avec des plantes envahissantes que ça ne sera pas mieux. Mais en tout cas, les centres de jardin, puis les semences, c'est déjà plus intéressant. Puis même, vous pouvez récolter des semences dans la nature puis faire des essais à petite échelle là, pour être sûr d'avoir les bonnes plantes. C'est ça que je ferais plus. OK, parfait. Tiens, une pour Danick. Donc, à quelle distance, c'est quoi la distance idéale pour placer nos mangeoires pour minimiser les collisions avec les fenêtres? C'est à l'intérieur d'un mètre ou les mettre dans un endroit où il n'y a pas de réflexion directe avec le verre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre solution que ça. À côté d'un cabanon, par exemple, moi je sais que j'ai mon cabanon, j'en ai une mangeoire qui pend, puis il n'y a pas de fenêtre. Donc, j'ai jamais de collision. Super. Normand demande le lien pour la ville amie des oiseaux. Je vois, Jean-Marc, que tu viens de l'ajouter dans le clavardage. Tiens, ça fait le tour des questions. Je vais ouvrir justement le clavardage si des gens veulent mettre des commentaires ou poser des questions. Ouais. Pour ça, j'ai plus de questions ici. Je peux peut-être juste remontrer la collerette parce que Oui. quand vous achetez une collerette, elle est grande de même, puis elle est trouée comme ça. Donc, c'est vraiment comme un tube en tissu que tu mets autour d'un collier de chat normal. Puis quand je parlais du collier, ben, c'est des colliers qui se décrochent tout seuls. C'est-à-dire que si le chat, parce que les propriétaires de chats ont peur que leur chat reste coincé avec un collier à l'extérieur. Donc, ce chat-là, si le chat se faisait prendre par le collier, à partir d'une certaine traction, il va se libérer. Puis ça, il y en a différentes couleurs. Puis bon, Québec Oiseau il y en a même chez Bird Friendly, il y en a de Noël, puis il y en a différents. Chez Bird Be Safe. Et pour les rubans, vu que les gens ont posé des questions tantôt, quand tu achètes des rubans Feather Friendly, tu reçois une boîte comme ça. À l'intérieur de la boîte, c'est des rouleaux comme ceci que tu déroules. Puis vous voyez que c'est un ruban autocollant qui a des petits points blancs ici. Fait que quand tu colles ça sur ta fenêtre, ensuite tu enlèves le film comme ça et juste les petits points blancs restent. Et puis dans la boîte de Feather Friendly, tu as un ruban mesuré, t'as même un truc comme ça pour t'aider à le placer, etc. Donc c'est très bien fait. Il y a même la petite gratte là pour l'appliquer. C'est facile à faire. Et comme insistait Danick, il faut absolument mettre à l'extérieur. Sinon, ça fait pas sa job. Puis il y a quelqu'un qui demandait pour les vétérinaires. Je crois que les vétérinaires appuient les programmes de stérilisation et de relâche des chats, entre autres parce que les refuges ou les SPCA n'ont juste plus de place pour tous ces chats-là et qu'il n'y a pas de tolérance dans la société pour l'euthanasie massive des chats. Alors, comme il n'y a pas de place pour les chats errants, la moins pire solution, c'est ces systèmes de stérilisation en espérant que les colonies ne vont pas augmenter. Mais personne n'est naïf de penser que c'est idéal. Les chats errants ont une espérance de vie beaucoup moins grande que des chats domestiques. Et après la pandémie, vous savez qu'il y a de nouveau eu des abandons massifs de chats parce que les gens, tout d'un coup, avaient de nouveau une vie à l'extérieur de la maison, puis etc. C'est pour ça que certaines SPCA, dans certaines villes, tu ne peux plus acheter des chats à part chez un éleveur ou dans les SPCA. Et les SPCA insistent que tu t'engages à garder le chat à l'intérieur. Puis, Jean-Sébastien, le nom m'échappe, c'est le chat éducateur, chateur, je ne sais plus, éducateur. L'éducateur, oui. Éducateur ou des fournisseurs de services de comportement animaux, félins,
ont plein de trucs pour aider votre chat à accepter de vivre à la maison s'il était déjà sorti. Puis s'il n'est jamais sorti, c'est pas si difficile que ça de le garder à l'intérieur. Ouais. Puis d'ailleurs, pour les suites de la webconférence, les fonds qui ont été ramassés ce soir et pendant la semaine vont servir à développer. Pour nous, on est déjà en contact avec les duchateurs, notamment, pour essayer de voir s'il y a une collaboration possible là, dans les prochains mois pour mettre en place des initiatives de sensibilisation pour justement essayer de convaincre les chats ben, aller vers les solutions que proposait Jean-Marc, là. Puis je vois Marie qui demandait si les points restent sur les fenêtres quand on les lave avec un squeegee. Ben, la meilleure idée pour que les oiseaux ne frappent pas tes fenêtres, c'est de jamais les laver, Marie. Mais ça, c'est pas une solution que les gens aiment du tout. Donc oui, moi, je ne lave pas mes fenêtres avec des squeegees au chalet, mais oui, ils tiennent. Moi, je trouve qu'ils tiennent très bien. Puis là, ça fait deux étés qu'ils sont là. Donc, ils tiennent l'hiver. Franchement, puis au pire, s'il y en a un qui se décolle, ça ne va pas être la catastrophe. Fait que pour l'instant, je n'ai pas de problème. Je pense que Danick disait qu'il résiste plusieurs années. Euh, Puis ça, un ruban couvre quand même une bonne surface. Tu as l'impression que des fois que tu dépenses un peu d'argent, mais je trouve que c'est pas si cher que ça parce que ça marche. En tout cas, dans notre cas au chalet, c'était quand on a acheté le chalet, il y a des oiseaux qui mouraient contre les fenêtres. Puis le lendemain du jour où on a mis à la fois les cordes ou les collants, il n'y avait plus d'oiseaux qui sont frappés contre les fenêtres traitées, donc c'est 100% réduction. Je vois, il y a des questions qui viennent de revenir dans la période de questions. Marie demande si on peut faire un don après la webconférence. Oui, le formulaire va être en ligne encore quelques jours. Donc, je vais remettre dans quelques secondes le lien dans le chat. Donc, ça. Ensuite, Edith qui mentionne, je crois que les chats chassent plus la nuit. Donc, les propriétaires de chats sous-estiment souvent la prédation des oiseaux par les chats. Je confirme, mais oui, clairement. Puis à Gatineau, on a fait des études pour trouver une méthodologie pour mesurer le nombre de chats errants avec des caméras, puis des bénévoles, puis Nature Canada. Fait que oui, on sous-estime tout le temps. Euh, mais le jour, on sous-estime, je pense aussi, tu sais, mon chat, avant qu'il ait sa collerette, là, il sortait pas tant que ça, mais tu as un merle qui est en train d'essayer d'attraper un ver. Le chat est caché sous les framboisiers. Avant sa collerette, il était invisible avec la couleur qu'il avait. Fait que si le merle s'approche de lui puis que le chat est patient, le merle ou le bruyant chanteur a quasiment pas de chance, là. Donc, les propriétaires sous-estiment tout le temps, en fait, la prédation par leurs chats parce que les chats rapportent pas toujours leur proie à leurs propriétaires. Et comme disait Danick, les chats rapportent aussi des oiseaux qui sont frappés contre des fenêtres. Fait que ça se peut aussi que l'oiseau aurait peut-être survécu. C'est douteux, mais il y aurait peut-être pu. Mais là, s'il y a un chat, c'est fini. Là, il y a aucune chance. Par rapport à ça, j'en ai pas parlé, j'en ai pas mentionné, mais Dr. Clem croit que 80% des oiseaux qui rentrent en collision avec le ver meurent, soit directement là ou par traumatisme crânien, hémorragie, et ainsi de suite. Ils vont partir, ils vont voler, mais ils vont aller s'écraser quelque part d'autre. Là-dessus, Danick, moi, je fais du bénévolat avec Safe Wings, qui est Ottawa, mais qui couvre Gatineau maintenant. Oui. Puis je fais du monitorage de 2 bâtiments, plus que 2, mais 2 qui sont vraiment des tueurs d'oiseaux à Gatineau, pas loin de chez moi. Le centre sportif qui appartient à la ville, puis un centre où il y a des patinoires, qui est une collaboration ville-partenaire privé. Oui. Puis on a rencontré le propriétaire d'un des deux, et puis il devait parler à son architecte, puis il ne nous est jamais revenu, fait qu'on n'est pas au niveau légal encore. Mais moi, quand j'y vais en automne ou au printemps, surtout en migration, à chaque fois que j'y vais, en fait, je trouve un oiseau mort. Je n'ai jamais trouvé un oiseau vivant. Par contre, je ne les trouve pas tout le temps. Je sais que les corneilles, les corbeaux, les chats ou d'autres animaux sont capables de partir avec, ça ne fait aucun doute. Fait que même nos statistiques sont incomplètes en dessous des bâtiments mortels, on le sait, ça aussi. Une des choses qu'il faudrait peut-être aussi, moi, je vous inviterais à communiquer avec Never Collide dans ce cas-là. Et autre chose, c'est de peut-être remontrer la liste des espèces d'oiseaux qui sont en péril. Puis s'il en dessus, bien là, c'est une loi fédérale. Ils sont en contravention contre une loi fédérale. On a juste besoin du corps puis de dire pointer vers là. Puis là, ils n'auront pas le choix de faire des aménagements.
Puis je suis d'accord avec toi, mais ni à Safe Wings, ni dans le club des ornithologues, ni dans les bénévoles que je connais, on a beaucoup de gens qui sont prêts à aller à cette étape-là encore. Fait on a aussi Ah un oui. travail à convaincre nos propres membres, nos propres Ah, collègues que ça vaut la peine de passer à la prochaine étape, si tu veux, là. moi, j'ai rencontré une dame de la ville de Montréal, puis je lui ai dit que si ils ne mettaient pas sur leur agenda dans les prochains mois, puis de toute façon, moi, j'étais pour les poursuivre, puis ça vient de s'atteindre là, puis merci, bonjour, mettre ça dans les mains d'Eco-Justice, puis ils n'auront pas le choix. C'est un bon point. Je vais voir qui a le goût de nous accompagner. Ou je t'appellerai Danick. J'ai une question pour Danick, justement. Lisette demande si les produits Window Alert UV liquide, Non, si ça fonctionne. non, absolument pas. C'est une très grosse controverse parmi oh boy, OK, ouais, je l'avais oublié celle-là. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Ça fonctionne à zéro. Ça n'a aucune efficacité. Première pluie, c'est parti. Ça prend le spectrum de 300-400 nanomètres. C'est quand même c'est bas, mais c'est quand même des conditions particulières. Ça prend également un contraste. Donc, c'est pas juste maintenant. Merci pour la question. C'est bon. J'ai Normand, ben, c'est plus un commentaire que Québécoiseau pourrait fournir du matériel sur la prédation des chats pour les sites web des clubs. Ben oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on pourra évidemment développer. Ben, Jean-Marc, il y a déjà du beau matériel tout prêt. On pourra voir s'il y a des choses là-dedans qu'on pourra adapter pour Je tous ne charge pas les clubs cher qui pour sont vendre liés. mon Ouais, matériel que je exact. viens de donner en ligne. Ouais. Concernant les collisions, Québécoiseau a publié un article sur les collisions dans les fenêtres, mars 2020. Puis on parlait justement des bandes avec les petits carrés blancs, on parlait des cordes qui viennent de Gatineau. Alors, les gens qui ont des maisons peuvent trouver des idées dans cet article-là. D'ailleurs, Camille, je suis tellement d'accord avec toi. Puis l'article sur les chats dans Québec Oiseau, il y a une couple d'années aussi, il est super bon. La seule chose, c'est que tout le monde n'est pas membre de Québec Oiseau. Puis le magazine, il faut être membre pour y avoir accès. Fait que peut-être que dans les campagnes qui vont suivre, euh, rendre disponibles certains de ces articles-là, soit dans le magazine, soit à l'extrait. Je ne connais pas vos détails, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'ils étaient super bien. Puis ça résume bien les choses. C'est une bonne idée, ça, puis ça ne coûterait pas cher les mettre en ligne, Jean-Sébastien, plutôt que de refaire complètement des nouvelles informations. Ouais. Bien, sur le site web, on a déjà ajouté un peu d'informations Mhm. aussi dans la section. Il y a une section réduction des menaces, puis il y a une page sur les chats, sur les collisions avec les fenêtres. Mais ça fait partie des choses qu'on veut faire dans les prochains mois, là, d'ajouter encore plus d'informations pour contribuer à ça. Ouais, c'est une bonne idée, Jean-Marc. Attends, une autre question qui vient Ah, ben Lise demande si Québécoiseau vend le ruban. Non, pour l'instant, on ne le vendait pas. Il y a déjà d'autres. Il y a déjà, je pense, Nature Expert qui le fait. Il y a déjà le Nichoir, la boutique La Plume Verte, qui le fait. Sinon, il y a sur le site directement de Bird Friendly. Nous, on a un petit enjeu d'entreposage ici là, qui n'est pas nécessairement évident, là. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on laissait ça à d'autres, là, mais ça fait partie des choses qu'on veut faire dans les prochains mois, voir un peu comment on peut faciliter aussi la, la- la- la diffusion de tout ça, parce que entre les gens qui sont allés sur, c'est pas nécessairement évident. Ce que Jean-Marc a montré tantôt, c'était évident, mais quand on va sur le site, voir tous les produits qui existent, ben, tous les produits que Danick a parlé, c'est pas nécessairement évident de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qui est le bon fournisseur pour faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment aider, là, que l'information soit vraiment beaucoup plus facile pour tout le monde qui voudrait agir dans ce sens-là, là. Donc, voilà. Il y a Caro qui veut mentionner qu'il y a un article pour qu'il a eu aussi un article pour les pales, pour les éoliennes pour prévenir les collisions. Ah, ben, regarde, ton message a passé. Jean-Marc France qui mentionne qu'il va devenir membre de Québec Oiseau dès demain matin. Excellent, merci beaucoup. Bravo, France. Donc, oui, c'est vraiment en devenant membre, vous allez nous aider à mettre en place des actions dans ce sens-là.
Bon, je vois qu'il est déjà quasiment 10 heures. On a, je pense, dépassé un petit peu de temps qu'on avait prévu, mais je pense que c'était vraiment super intéressant. Puis je lis les commentaires là, dans le clavardage, puis je pense que les gens ont vraiment apprécié là, vos trois conférences. Là. Donc, vraiment encore, merci beaucoup de votre participation. Puis, ben, comme j'ai mentionné, si vous voulez encore faire des dons pour nous aider à mettre en place là, des actions sur les trois choses qu'on a vues ce soir, ben, c'est toujours le temps. Aller sur le site web de Québécoiseau. Puis la webconférence, ben, c'est ça, on l'a enregistrée. De toute façon, on va envoyer un message dans les prochains jours pour remercier tout le monde les donateurs, les participants, etc. Puis il y aura le lien vers la webconférence si vous voulez la revoir. Si vous avez manqué quelque chose ou si justement vous voulez revoir des espèces des espèces de plantes qui ont été mentionnées dans la présentation de Camille ou le tableau de Jean-Marc. Il faut que Jean-Marc ait déjà tout mis, déjà tout est disponible sur l'ami des oiseaux ou toutes les informations que Danick aussi aura mis. Donc voilà, ça sera disponible dans les prochains jours. Donc, ben, merci. Merci tout le monde. Merci Québécoiseau d'avoir fait une conférence sur ce sujet-là. Je suis vraiment content qu'on ait mis du temps là-dedans. Ben, puis je sais que ça a été difficile de restreindre tout ça en 15-20 minutes, là, mais je pense qu'en tout cas, on en reparlera, mais on pense qu'on pourrait faire une conférence sur chacun de ces trois sujets-là, une conférence complète sur chacun de ces trois sujets-là. Là. On s'en reparlera pour l'année prochaine, pour notre prochaine saison de webconférence. Alors, on se Parfait. dit au Bon, revoir. oui. À bientôt. Merci Ouais. Jean-Marc, merci Danick, Merci merci beaucoup. Jean-Sébastien. Merci Camille, C'était très Danick. intéressant. Salut Jean-Sébastien. Merci tout le monde. Ouais, merci tout le monde. Salut. Au revoir. Bye.